Des acteurs à récompenser, des réalisations à souligner, des seconds rôles qui méritent la lumière. Bonsoir à tous une nouvelle fois. On déroule le tapis rouge au monde agricole à l'occasion de la cérémonie des étoiles de la terre et de la vigne. Bienvenue en direct du centre de congrès de l'Aube, en direct sur Canal 32, ainsi que sur l'Est-Éclair.tv. L'Est-Éclair représenté sur le plateau avec le spécialiste du monde agricole et viticole pour le quotidien départemental. Bonsoir Yann Tourbe. Bonsoir Damien. Nous rejoindra également tout à l'heure Emeline Durand de la revue agricole de l'Aube. Elle nous apportera, comme l'année dernière, son éclairage sur des thématiques bien précises évoquées lors de cette soirée. Alors Yann, comme toute bonne réalisation, il nous faut des producteurs. Merci d'accueillir les deux producteurs de cette soirée. Alain Boulard, président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, et Françoise Yézéard, président de l'association Terres et Vignes. Merci d'accueillir également Philippe Pichery, le président du conseil départemental de l'Aube. Bonsoir messieurs. Alors un mot d'abord pour Philippe Pichery qui va récupérer son micro. Alors Philippe Pichery, président du conseil départemental de l'Aube, c'est la troisième fois consécutive que ces étoiles de la terre et de la vigne sont organisées ici même. Bon, il y a un peu de fierté de dérouler le tapis rouge là pour le monde agricole et viticole au bois. Absolument, et c'est pleinement justifié. Je pense que cette édition est dans l'actualité. On entend parler dans un monde qui délire de taxation de tous horizons. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et au travail de la terre. C'est les fondamentaux, l'agriculture, la viticulture, avec des gens, des femmes et des hommes qui se battent au quotidien, qui innovent. Je pense que c'est bien de leur rendre hommage ce soir. Et comment le département de l'Aube peut-il aider ce monde agricole et ce monde viticole au bois ? D'abord avec un soutien continu et constant depuis des années sous différentes formes, et puis en parrainant symboliquement un prix, le prix de l'agriculture de proximité, parce que la proximité, c'est dans les gènes du département, du conseil départemental. C'est là qu'est la vraie vie, et c'est le soutien que veut apporter ce département à tous ceux qui œuvrent dans cette proximité. La plateforme Manger local et bien d'autres exemples, c'est dans la proximité que je pense qu'on relèvera les défis qui sont devant nous. L'étoile de la proximité qui sera remise par la vice-présidente du conseil départemental, Anne-Marie Zell. Ça sera tout à l'heure, en deuxième partie de cérémonie. Absolument. Alain, là, cette question-là, elle est pour toi. Donc, Damien a parlé de tapis rouge. C'est un peu le festival de Cannes de l'agriculture, non ? Les étoiles, maintenant, un rendez-vous incontournable ? Les étoiles, c'est un moment fort, c'est un moment incontournable. C'est pour ça que on s'y associe. Philippe a parlé par rapport au territoire. Nous, c'est aussi notre ADN, hein, l'accompagnement des agriculteurs, le développement via nos groupements de développement, via aussi l'accompagnement de l'installation des jeunes. C'est l'avenir de l'agriculture. Ça ne peut pas se faire sans les hommes et les femmes qui la constituent. Donc, c'est notre ADN. Et François, celle-là, elle est pour toi, parce que Terres et Vignes, c'est quand même un collectif très important dans l'Aube. Comment dire ? Non. Alors, pour l'association Terres et Vignes, le principe autour de cette soirée, c'est aussi important, forcément. En fait, c'est important de relayer du positif, quoi. Voilà, exactement. Notre mission, nous, déjà, c'est d'amener du positif, de montrer ce qu'est l'agriculture auboise, et que c'est vraiment un secteur économique porteur de valeur ajoutée, porteur d'emploi, porteur de valeur. Je crois que vous le verrez tout au long de la soirée. Il y a des projets quand même qui sont axés sur tous ces secteurs-là, les hommes et les femmes qui ont concouru, ou les entreprises, prennent vraiment à cœur de montrer en exemple cette agriculture, et surtout de donner de l'espoir.
C'est surtout ça qui est important. C'est qu'on a un secteur qui est plein d'avenir, qui est certainement la solution à beaucoup de problématiques actuelles. Alors certes, on sort d'un contexte en plus 2024 quand même très compliqué. Et je crois que justement, une soirée comme ça permet aussi de remonter le moral. Bon, déjà, même si dans la plaine, il revient quand même bien le moral avec le soleil, mais je crois qu'il n'y a pas que dans le monde agricole, c'est que tout le monde en avait ras-le-bol de cette nébulosité, cette pluie. Donc là, on est parti sur un beau printemps, donc ça favorise, mais je crois que c'est surtout d'un point de vue économique, même si les chiffres sont encore là, mais on espère tous qu'on va avoir une année 2025 bien plus positive que 2024. Et déjà, on aura une belle soirée des étoiles. 8 trophées à remettre. Merci beaucoup, Philippe Pichery, Françoise Yezer. On vous retrouve tout à l'heure pour remettre un trophée. Et Alain Boulard, vous allez rester avec nous pour remettre déjà la première étoile de cette soirée, celle de l'agriculture innovante. Alors, Alain Boulard, on va se rapprocher évidemment des trophées. Je vous laisse vous mettre tout près des trophées pour cette première étoile de l'agriculture innovante. Déjà, l'agriculture innovante, en quoi c'était important pour vous de remettre cette étoile ? C'est très symbolique par rapport à la Chambre d'agriculture. Ça reflète les propos que j'ai portés d'entrée. Nous, l'agriculture, on l'accompagne au quotidien. Agriculture innovante, ça reprend toutes les thématiques auxquelles on est confronté au niveau de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire, je vais redire, l'installation, l'économie, le choix de s'engager, le choix de prendre des chemins qui sont des fois pas ceux de tout le monde, mais aussi de préparer l'avenir et de préparer aussi le fait d'en vivre. Parce que c'est pas le tout de développer une innovation, c'est qu'il faut qu'elle soit au service des gens et qu'elle rende service aussi à l'agriculture et aux agriculteurs et qu'ils soient bien dans leur schéma, dans leur territoire. Avant de voir les nominés dans cette première étoile, un mot sur vous. C'est reparti pour une nouvelle mandature. Avec quelles ambitions ? L'ambition de la nouvelle mandature, c'est de continuer le travail que l'on avait entamé. C'est vrai que 6 ans, ça passe plutôt vite, et on se donne des objectifs. Je pense qu'on a largement rempli les objectifs qu'on s'était donnés au niveau de la mandature. Aujourd'hui, on est en train, avec le nouveau bureau et en collaboration avec nos collègues de la Haute-Marne, d'établir de nouveaux schémas directeurs pour répondre aux attentes de la société. Je pense à l'installation, au carbone, toute l'éco-industrie. On est sur ces thématiques-là. Il peut y en avoir beaucoup d'autres, mais toujours sans renier nos racines et en se rappelant que, moi je vais insister vraiment là-dessus, qu'on doit être sur une agriculture qui rémunère ses agriculteurs et qui leur permettent de bien vivre. Tout à l'heure, François a parlé. C'est vrai qu'on vient de vivre une année 2024 apocalyptique, donc ça peut pas être pire 2025, mais on souhaite, nous, que ça soit bien et que les agriculteurs s'y retrouvent et puissent justement vivre de leur innovation. Merci Alain Boulard. Tout de suite, les nominés pour cette première étoile, celle de l'agriculture innovante. Regardez. L'étoile de l'agriculture innovante récompense un exploitant dont l'activité agricole contribue à réduire l'impact environnemental et à assurer une production durable en respectant les limites écologiques, la biodiversité, tout en intégrant les dimensions sociales et économiques. Les 3 nominés sont le ERL des Arpents Verts. À Dampierre, Marion Cherchel a repris et diversifié l'exploitation céréalière familiale en 2021. Elle a d'abord introduit un élevage de chevaux et lancé la production de lait de jument sous la marque Galatée. Depuis, l'activité s'est étoffée avec l'élevage de chevaux de race destinés au sport et aux courses hippiques. Elle propose également des prestations en attelage pour des événements tels que les mariages et animations locales. L'obtention d'une licence d'inséminateur équin lui a permis de gagner en autonomie et d'élargir son offre de services auprès des éleveurs. Cet écosystème innovant
a ainsi généré une valeur ajoutée unique. Le GAEC de la Sabotière à Fuligny, Thomas Cacard et son frère Simon ont optimisé l'exploitation en 2021 grâce à un hangar robotisé. Après 3 ans d'utilisation, cette innovation a permis de quasiment doubler la production laitière journalière tout en améliorant le confort et la santé du troupeau. En parallèle, une nouvelle gestion des effluents a été mise en place, réduisant la dépendance aux fertilisants minéraux. Ces évolutions ont également permis de pallier le manque de main-d'œuvre et d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Autre nominé, le ARL Noblet. Airbis Jason Noblet a créé un atelier de transformation en 2023 permettant de produire de la farine, de l'huile et des bières. Engagée dans une conversion biologique, l'exploitation réduit son empreinte carbone en adoptant des emballages sans plastique, en favorisant la vente en vrac et en mettant en place un système de consigne. Sous la marque Herbicia, toute la famille s'apprête à élargir son offre avec de nouveaux produits destinés au grand public, comme des préparations pour pâte à crêpes véganes et des galettes de sarrasin pré-cuites. Et le vainqueur est L'ERL Noblet. le ARL Noblet, Jason Noblet, une exploitation familiale implantée à Herbis depuis plusieurs générations, passée au bio depuis 2018 avec un atelier de transformation de farine, huile et bière mis en place en 2023. Le but, rendre la ferme plus attractive par la production de produits finis de qualité. Je vous laisse rejoindre, messieurs, tous les deux. Yann, sur le canapé. Félicitations, Jason Noblet. Et puis donc, pour cette étoile de l'agriculture innovante, la première étoile de cette soirée, Yann. Alors oui, la première étoile de la soirée, l'agriculture innovante. Bonsoir. Juste une première question, puisque dans la présentation qu'on vient de voir, vous avez des emballages zéro plastique. Le zéro plastique, c'est un petit peu un retour au traditionnel aussi en même temps. C'est pour ça que je suis un peu surpris d'avoir cette étoile, puisque c'est plus un retour en arrière, retour à la consigne, retour à... on évite les emballages jetables. Donc oui, c'est... Merci quand même. Mais... Comme quoi... L'avenir est fait de... Comme quoi l'avenir est fait de retour en arrière parfois. Voilà, ouais. Ouais. Et il y a aussi une question que je me posais, c'est sur la pâte à crêpes végane. Vous faites ça comment? Alors, ça va être un mélange de farine, on peut pas tout vous dire. Allez, quand même. Donc c'est à base de farine de blé, mais on ajoute une farine qu'on voit rarement et qui est consommable. Et grâce à ce mélange-là, en fait, on remplace la matière grasse de la crème ou des œufs, quoi. Enfin. D'accord, donc pas d'œufs, pas de matière grasse animale. Il y a une matière grasse végétale ou pas? Bah ça sera, oui, ça fait partie de l'eau de farine. Voilà. Bon, on le saura pas. Mais c'est en cours, c'est semé, donc on verra ça. Ouais. Donc c'est pour bientôt. Voilà. D'accord. Pour la saison prochaine, normalement, en petite quantité d'abord, et voilà. On attend ça avec impatience. Alain, l'innovation, c'est fondamental? Bah, tu le sais comme moi, c'est pour nous c'est un vrai plaisir quand même de découvrir ce type de démarche en agriculture biologique et puis c'est vrai que par rapport aux ambitions que l'on avait nous lors de la première mandature, je trouve que ce trophée coche beaucoup de cases. Vous êtes c'est innovant, mais aussi on est sur des attentes sociétales, quoi. Dans votre démarche, vous répondez aux attentes de la société, et en plus, je trouve que c'est un beau projet. Et puis c'est un projet à plusieurs. C'est quoi, vraiment vous cochez beaucoup de cases par rapport aussi. Moi, j'espère que vous adhérerez au groupe des producteurs locaux au niveau qu'on a mis en place au niveau de la Chambre d'agriculture, parce que c'est aussi pour vous accompagner qu'on a créé et qu'on a fait cette démarche pour avoir cette association et pour donner une émulation à l'ensemble des producteurs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe quand même beaucoup. Alors
au travers des étoiles, souvent, on met en avant ce type de démarche et je trouve qu'elle le mérite énormément. C'est tout l'intérêt de toute façon de cette soirée, de vous mettre en avant, de vous faire connaître aussi, parce que c'est pas le tout de produire, il faut vendre. Hein. C'est le marché, c'est ça. Et au niveau des petits producteurs, voilà, c'est un plus quand on peut se faire connaître. Merci beaucoup, Merci. messieurs. Je vous laisse poser les micros et puis rejoindre tous les deux le photocall pour un instant souvenir avec Hubert à la photographie. Et puis nous, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième étoile de cette soirée, celle de l'action environnementale. Et pour remettre cette étoile de l'action environnementale, recevons Simon Lallemand, conseiller commercial société chez Mercedes-Benz Groupe Chopard. Le groupe Chopard, c'est 60 ans d'expérience au service de plus en plus du monde agricole et viticole. Bonsoir Simon, merci de nous rejoindre. Tout simplement, pourquoi était-ce important pour vous d'être à nouveau partenaire de cette Nuit des Étoiles? Bon, étoile Mercedes, on voit bien le lien forcément, mais plus globalement, en quoi c'était important? Vous m'avez piqué mon jeu de mots du coup. Non, merci de nous recevoir ce soir. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous en fait, on s'est particulièrement senti liés par cette notion qu'est l'énergie. Tout simplement parce que dans l'automobile, je pense qu'on fait partie des plus touchés avec le monde agricole et viticole, surtout en France, de manière générale en Europe. Et quand on voit que nous, chez Mercedes, ne serait-ce que chez Étoile 10, donc dans l'Aube, le monde agricole et viticole représente plus de 30% de notre clientèle. En fait, c'est assez extraordinaire de voir que l'adaptation que nous, on essaie de mettre en œuvre dans nos produits et dans nos manières de vendre et de conseiller nos clients, elle est transposée aussi sur des cultures traditionnelles qui sont issu d'un savoir-faire en fait qui est mis en place par ces agriculteurs et ces viticulteurs depuis des générations. Et aujourd'hui, on arrive quand même en fait à faire preuve de résilience de manière extraordinaire et puis à s'adapter aussi à tout ça en fait. Vous revendiquez dans le groupe Chopard chez Mercedes le côté expert, c'est ça? Ouais, de plus en plus, dans la mesure où aujourd'hui, quand on compare à il y a 30 ans, moi il y a 30 ans j'étais pas là, mais nous on a un rôle aujourd'hui de réel ambassadeur quand on vend une voiture, et on a une clientèle qui se professionnalise de plus en plus et en fait qui mérite d'avoir en fait une expertise de notre part, tant sur la fiscalité, on parlait des taxes tout à l'heure, mais aussi sur la manière dont on va pouvoir utiliser les outils d'aujourd'hui, qui sont aussi en harmonie avec le développement qui se met en place sur la dynamique environnementale de cette année. Donc ouais, voilà. Et un mot rapide sur cette étoile particulière de l'action environnementale, c'est important aussi, ce côté-là? Bien sûr. On se doit tous aujourd'hui d'apporter contribution en fait à cette notion, et je pense que ce qu'on a vu avant sur le prix qui a été remis, sur ce que nous on essaie de mettre en place avec nos clients et ce que met en place le nominé à qui je vais remettre un prix dans quelques secondes, en fait se doit de mettre en application. Justement, on va connaître le nominé, les nominés pour cette étoile parti. de l'agriculture innovante. Regardez. L'étoile de l'action environnementale récompense un exploitant agricole, un collectif ou une filière pour la mise en place d'une action environnementale. Les 3 nominés sont le domaine Léon Champagne. Clément Robert portait les valeurs de sa génération au sein du domaine viticole situé à Landreville. Après un premier achat, il prévoit d'investir dans un deuxième enjambeur électrique. Il récupère les eaux de pluie pour ses traitements, se déplace à vélo lors des périodes de taille et 14 moutons pâturent dans ses parcelles en hiver. Ces actions ne sont que la suite d'une évolution des pratiques viticoles menées à partir de 2019 avec la certification AB, la plantation de 200 mètres de haies et l'arrêt total du labour sur un tiers du domaine de 8 hectares. Strana Stella, à Neuville-sur-Seine, Alexandra Prier œuvre pour la préservation de la biodiversité. Elle a réaménagé une prairie, planté des arbres, repensé les clôtures, conservé des sols naturels et adapté les périodes de pâturage et de fauchage. Résultat, un écosystème en pleine santé
où cohabitent espèces protégées, salamandres, hérissons, papillons, flore locale et orchidées sauvages. Soutenu par les chasseurs et agriculteurs du secteur, elle ambitionne désormais de partager son expérience auprès de jeunes passionnés et à travers un projet touristique. Culture Pomme. Créée en 2007, située à Saint-Flavie, Culture Pomme, dirigée par Sabine Vajou, s'est imposée dans la production, le négoce et le conditionnement de pommes de terre, avec un engagement fort pour l'agriculture durable. L'entreprise concilie distribution à l'international et circuit court avec le lancement de la marque La Championne. Engagée dans la transition énergétique, elle mise sur l'autoconsommation photovoltaïque, un projet d'agrivoltaïsme, la mise en œuvre d'un bilan carbone et la transition vers des équipements électriques. Et Simon Lallemand, le lauréat est... Donc le lauréat pour l'action environnementale est le domaine Léon Champagne. Le domaine Léon Champagne, Clément Robert, un domaine de 8 hectares à Landreville. Clément est la 7e génération de vignerons des SH, un arrêt du labour sur un tiers du domaine ou encore l'achat d'enjambeurs électriques, autant de pratiques en faveur de l'environnement. Félicitations. Je vous laisse rejoindre tous les deux Yann pour débriefer justement cette étoile de l'action environnementale. Félicitations donc à Clément Robert, le domaine Léon Champagne. Bonsoir à tous les deux. Bon, Clément, moi je me souviens qu'on s'est croisés pour la première fois, c'était dans les Hauts de Landreville, et tu venais de geler. Tu étais en train de recharger tes poêles à granulés. Exactement, ouais, c'était en 2021, ouais. J'ai bonne mémoire. C'est ça, avril 2021, c'était un sacré coup de gel ça. Hein. Du coup, il y a une chose que je voulais te demander, parce que tu mets des moutons, tu mets des haies, ou tu parles de faire du maraîchage avec ta famille. Tout ça, il y a une logique en fait. Comme la certification AB, comme la certification Déméter que tu as depuis l'an dernier, si je me trompe pas. Qu'est-ce que tu cherches exactement ? C'est d'essayer de construire un peu un projet global qui respecte les sols et que voilà l'introduction d'animaux sur l'exploitation et d'être un peu aussi autonome sur d'autres choses comme je disais pour les légumes qui pourront nous faire des bons petits plats pour les vendanges. Puis voilà l'introduction de haies, ramener un petit peu de biodiversité dans ce paysage un peu monotone, on va dire. Un peu de monoculture. Et j'ai une autre question, par contre là c'est sur les enjambeurs électriques, parce que c'est quelque chose qu'on commence à voir dans le vignoble de manière un peu plus courante qu'on ne le voyait avant, mais c'est quand même assez rare. Ça t'apporte quoi ? Alors moi le premier enjambeur électrique que j'ai vu c'était quand j'étais au lycée viticole d'Avise, donc en 2013, donc ça remonte quand même. Hein. Alors je sais pas pourquoi ça prend pas dans le vignoble, mais c'est un outil qui est silencieux, confortable, qui réduit le bilan carbone de manière assez importante. Donc voilà, je trouve que c'est un bon outil, une bonne alternative on va dire. Et donc résultat, tu vas en prendre un deuxième là. Simon ? Eh bien, moi j'avoue que j'aime bien ton raisonnement quand tu parles de biodiversité, de réduction surtout et de confort, parce que je pense qu'en fait c'est typiquement la dynamique sur laquelle on doit se mettre si on veut réussir à un moment donné à passer le cap, à avoir le déclic en fait, à se lancer comme tu l'as fait, et puis à s'inscrire en fait dans la démarche qui doit être mise en place dès maintenant en fait. Et je trouve que ce que tu fais, ce que tu viens de démontrer ce soir, c'est la meilleure des réponses qu'on puisse apporter à la demande qui est faite aujourd'hui en fait. Donc félicitations. Félicitations à Clément Robert, le domaine Léon Champagne, donc pour cette étoile de l'action environnementale. Simon et Clément, je vous laisse rejoindre la photo pour immortaliser cette étoile. Et puis nous, on va tout de suite on va recevoir une des expertes qui était présente l'année dernière.
Je le disais, elle nous avait apporté un œil d'expert qui avait été très apprécié l'année dernière. Emeline Durand, rédactrice en chef de la revue agricole de l'Aube. Elle nous rejoint sur le plateau. Bonsoir Emeline. Bonsoir. Comme l'an passé, vous allez intervenir à 3 reprises au cours de cette soirée pour des questions-réponses autour des thématiques évidemment liées à cette soirée des étoiles. La première thématique est en lien avec le bio. Où en est-on du bio dans l'Aube, Emeline ? Eh bien, si vous avez lu la revue agricole cette semaine, vous avez peut-être vu ce chiffre, 300 hectares. 300 hectares, c'est la surface bio qui a disparu du département de l'Aube en 2023. Le bio traverse une crise, on le sait, en France, en Grand Est, et l'Aube n'échappe pas à la règle. On attend les chiffres consolidés sur 2024, mais il devrait y avoir 21 déconversions, 21 exploitations qui ont arrêté en 2024 le bio. Alors oui, on a 21 exploitations qui ont arrêté le bio, mais en réalité, il n'y a pas que des conversions, il y a aussi des arrêts d'activité, en fait. Exactement, et c'est pour ça que les chiffres sont encore en cours de consolidation. Ça prend en compte, il y a des nuances à apporter sur ces déconversions. Ce qui est sûr, c'est que le phénomène s'aggrave ces dernières années. Il faut souligner quand même aussi qu'il y a 11 exploitations en 2024 qui se sont converties au bio. Est-ce que toutes les filières sont concernées par cette déprise, justement ? En tout cas, plusieurs filières sont concernées avec des impacts vraiment que l'on voit dans la région. Si je prends un exemple, Lactalis qui a décidé de suspendre la moitié de sa collecte de lait bio l'année dernière. C'est pas sans impacter les éleveurs de la région. Et puis, je pense à Capdea aussi qui demande à ses producteurs de luzerne de suspendre pour 2 ans ses productions bio en Seine-et-Marne. Alors, est-ce que c'est une crise sans retour ou est-ce que c'est une crise qui est réversible ? Alors, les plus optimistes d'entre vous diront que le bio n'en est pas à sa première crise, peut-être pas à sa dernière non plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate quand même du côté de la consommation une reprise depuis l'année dernière, avec notamment du côté des magasins spécialisés, des chiffres d'affaires qui augmentent à nouveau, ce qui est le cas aussi pour les producteurs qui vendent en direct dans les circuits courts. Donc on y revient tout doucement sur la consommation bio repart doucement, il faudra attendre sans doute un petit peu pour que la production suive. Et est-ce qu'il y a des outils pour aider les producteurs justement ? Si je devais en donner un seul, il porterait le nom d'Egalim, un outil législatif à disposition qui impose aujourd'hui dans la restauration collective que la moitié des assiettes soient composées des produits locaux, durables et de qualité, et 20% de produits bio. Il faut être honnête, on n'y est pas encore. 12% en moyenne pour le moment en France, avec des grosses disparités d'une ville, d'une région à l'autre. Si on arrivait à ces 20%, ça permettrait de combler les pertes connues des producteurs bio sur les années 2022 et 2023 notamment, 800 millions d'euros. Et au-delà de la loi, il y a aussi des actions locales quand même. Des initiatives locales, il faut le souligner. Je prendrai l'exemple du conseil départemental et de sa plateforme logistique. Une 50aine de producteurs aujourd'hui qui participent à cette plateforme, qui met en lien les producteurs et les gestionnaires de cantines des collèges publics dont le conseil départemental a la charge. Effectivement, la commande publique est un puissant levier pour aller actionner, pour aller chercher justement ces pourcentages et développer ces productions bio. Ça, c'est un outil qui existe déjà et qui fonctionne et qui demande à être évidemment développé, consolidé. Et puis, on peut souligner aussi l'opération de Troyes Champagne Métropole, qui veut mettre en place un espace test de production biologique à côté du lycée de Saint-Ponge, là aussi pour venir développer, mutualiser et aider les maraîchers bio à se lancer. Merci, Emeline. Je vous ai prévenu que ce serait intéressant, et c'était le cas. À tout à l'heure pour une autre thématique. Et puis nous, on va passer tout de suite à la 3e étoile de la soirée, l'étoile de l'agritourisme et de l'œnotourisme. Et pour remettre cette étoile, merci d'accueillir Isabelle Mosiman, directrice relations adhérents pour le secteur de l'Aube au CDER. Le CDER, ce sont aujourd'hui une vingtaine de sites, dont 3 dans l'Aube. L'accompagnement des adhérents autour de l'expertise comptable. Bonsoir Isabelle Mosiman. Vous étiez déjà présente ici même sur le plateau l'année dernière. C'est notre 3e année. 3e année, pourquoi à nouveau repartir pour une CDER. 3e année pour le CDER? Pour le CDER, pour nous c'est une évidence, de par notre ancrage dans le monde de l'agriculture et viticole.
Tout simplement. Et Tout pour simplement. cette étoile en particulier, il y a un attachement un petit peu fort avec cette étoile de l'agritourisme, de l'œnotourisme. Tout à fait. On a envie de porter, on a envie de suivre également toutes ces évolutions et puis une certaine fierté dans l'accompagnement également. Le bilan de l'année 2024 est loin d'être rose dans le monde agricole, dans le monde viticole. C'est peut-être aujourd'hui pour cela que vous insistez sur la personnalisation de l'aide, l'aide personnalisée. Oui, c'est également une évolution chez C2R, indépendamment donc de tout ce qui est chiffres. On en aura toujours besoin, mais néanmoins, on est plus maintenant sur des sujets personnalisés, plus proches de nos adhérents, étudier vraiment leurs besoins. On va développer des métiers qui ne sont encore pas tout à fait chez nous, mais on est en plein développement dans ces évolutions pour répondre effectivement aux demandes de nos adhérents. Et justement, vous sentez que les adhérents sont rassurés par cette démarche ? Oui, parce qu'il y a une vraie attente, donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit précurseur, et on va dans ce sens. Merci Isabelle Mosiman pour le CDER. On va tout de suite regarder les nominés pour cette étoile développant l'agritourisme et l'œnotourisme. L'étoile de l'agriculture développant l'agritourisme, l'œnotourisme récompense un exploitant agricole, un collectif d'agriculteurs ou une filière qui a développé une action pédagogique visant à promouvoir l'agriculture. Les 3 nominés sont Nuits féeriques en Champagne. À Meurville, Sandra Etienne a inauguré en juillet 2022 un hébergement insolite, un dôme offrant une vue panoramique à 360 degrés. Ce lieu unique permet non seulement d'admirer le ciel étoilé, mais aussi d'attirer les visiteurs curieux de découvrir la Côte des Bars, son patrimoine naturel, culturel et son vignoble. Le ARL Champagne Houdard, implanté à Villenox depuis 1984, cette exploitation familiale commercialise 25 000 bouteilles directement auprès des particuliers. Chaque année, elle organise une centaine de visites de caves. Pour aller encore plus loin, un nouveau site de production a vu le jour, intégrant une salle de réception. L'objectif ? Accueillir davantage de visiteurs à travers des événements thématiques, comme des dégustations à l'aveugle, ainsi que des célébrations privées et familiales. Champagne Pascal Manchin, située au cœur de la petite cité de caractère des Rissets, cette maison de champagne contribue activement au dynamisme local en développant une offre variée. Un gîte de France 5 épis pouvant accueillir 13 personnes, des balades en trottinette électrique, une cave réaménagée en salle de séminaire et, depuis juillet dernier, un restaurant bar à vin, le Moussec. Ce dernier propose pas moins de 80 références de vin et champagne pour ravir les amateurs et visiteurs. Et le vainqueur de l'étoile de l'agritourisme de l'agriculture développant l'agritourisme et le tourisme est... Donc je ne vais pas déformer le nom, hein, c'est volontaire. Donc c'est les Nuits féeriques en Champagne. Nuits féeriques de Champagne, représentée par Sandra Etienne. En plus de son métier d'associé d'exploitation viticole, elle a créé un hébergement, vous l'avez vu, insolite, un dôme pour profiter des paysages et du ciel étoilé de Meurville. Son but, faire pérenniser ce havre de paix en apportant des modifications régulières pour satisfaire la clientèle. Pas mal d'émotions pour ce trophée, visiblement. Je vais vous laisser souffler un petit peu et puis rejoindre Yann, ce sera un autre grand moment d'émotion, j'imagine. Allez-y avec Isabelle Mosiman pour le CDER. Voilà, on peut l'applaudir pour cette étoile de l'agritourisme et de l'œnotourisme, les Nuits féeriques. C'est bon, ça va ? Bon. Alors, j'ai une question qui va vous paraître banale, mais d'où ça vous vient, cette idée de dôme ? Parce que c'est absolument génial, en fait. Alors, de base, j'ai été dormir dans une bulle, dans le département d'à côté, en Haute-Marne. Et à cette époque, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça chez nous ? En fait, pourquoi il n'y a pas ça ? Bulle, champagne, enfin, je trouvais le concept super. Et donc, j'ai contacté un artisan. D'ailleurs, le seul qui a voulu me suivre, parce que quand je lui ai expliqué le projet, il m'a dit, non mais, enfin, tout le monde me disait, c'est pas possible, quoi, l'investissement est trop gros. Et donc l'artisan qui m'a suivi, du coup, m'a proposé un dôme en verre.
Donc à la base, l'idée n'était pas du tout ça. Et en fait, quand il m'a montré, j'ai dit c'est magnifique, c'est super quoi. C'est génial quoi. Voilà. Donc du coup, c'est parti de là. Et en tant qu'exploitant de viticole, c'est important d'avoir un outil de ce genre-là pour accueillir des gens. Oui, alors de base, en fait, quand j'ai repris l'entreprise familiale, l'idée c'est quand même de se faire sa place entre ses frères, sœurs, etc. Donc je me suis dit, je vais peut-être apporter ma petite plus-value à l'entreprise. Et du coup, je me suis dit un hébergement insolite où je propose nos champagnes juste à côté d'exploitation, autour de nos vignes, dans notre village. Super. Avec tous les coteaux autour. Avec les coteaux autour. Voilà. Donc, top. Alors justement, là on a un exemple type de diversification en fait. Quelqu'un qui met pas tous ses œufs dans le même panier. Est-ce que c'est le genre de choses que vous conseillez à vos clients ? Oui, bien sûr, et on les accompagne dans ce sens, indépendamment d'un revenu complémentaire. C'est aussi une attente aujourd'hui de consommateurs, puisque c'est une évolution qu'on constate depuis quelques années, une consommation différente, des attentes différentes. Là, on parle d'une bulle, mais c'est également des gîtes, et on a la chance d'avoir aussi un département où on a des paysages différents. Qu'on aille dans la vallée de la Seine, qu'on aille dans le Bar-Sécanet, Bar-sur-Aubois, le Pays d'Hôte. Donc ça nous permet de pouvoir effectivement diversifier et de fuser les idées. Et on est vraiment très attentif sur ces sujets. Merci. Merci à toutes les deux. Merci à vous surtout. Voilà, merci à toutes les deux. On vous laisse rejoindre le photocall. Et puis félicitations encore donc pour les niches féeriques de Champagne pour cette étoile développant l'agritourisme et le no-tourisme. On va tout de suite passer à la 4e étoile de la soirée. C'est l'étoile de la nouvelle génération. Et pour remettre cette étoile, merci d'accueillir Damien Contat, vice-président de la Caisse régionale du Crédit Agricole en charge du département de l'Aube. L'établissement bancaire et d'assurance très implanté évidemment sur le territoire. Un acteur incontournable pour l'accompagnement de nombreux projets. Bonsoir Damien Contat. Vous êtes vous aussi, comme Isabelle Mosiman, présent l'année dernière pour cette cérémonie. En quoi c'était important de repartir pour un tour en tant que partenaire ? Déjà, quand on s'appelle Crédit Agricole et qu'on parle des étoiles de l'agriculture et de la vigne, c'est essentiel qu'on soit là parce qu'on est de loin le premier financeur de l'agriculture, voire des agricultures. Et on voit c'est très varié. Donc pour nous, c'était une logique. Et puis surtout, c'est une magnifique vitrine pour l'agriculture et la viticulture de notre département. Pour la 3e année consécutive, vous remettez également l'étoile intergénérationnelle. Pourquoi ce coup de cœur là sur l'étoile intergénérationnelle ? Parce que c'est essentiel, la transmission. Le Crédit Agricole, il a 140 ans cette année, donc des transmissions, il en a vu passer. Et c'est ce qui permet à l'agriculture et de continuer, et de se développer, de toujours être présent et toujours plus active. Et aujourd'hui, on réalise 9 installations sur 10. Donc ça veut dire que 90% des jeunes qui s'installent sont accompagnés financièrement, mais aussi en termes de conseils par le Crédit Agricole. Et il nous semblait logique aujourd'hui de continuer à se remettre ce trophée parce qu'on considère que c'est un enjeu essentiel de demain. Vous sentez le changement de génération justement dans la manière d'aborder les projets ? Oui. Oui, mais on le voit au quotidien, c'est-à-dire que les projets d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une génération qui passe, elle apporte quelque chose, elle s'adapte à son environnement, elle s'adapte aux contraintes de la société, et là, on doit les accompagner dans toutes ces démarches, et ça a été de tout temps. Au-delà de ça, vous insistez, vous, sur le côté accompagnement total des agriculteurs et des viticulteurs ? Oui. Parce que une installation, une transmission, ça se prépare très en amont. Très en amont. Il faut que les gens s'y préparent pour la retraite, les jeunes s'y préparent pour leur projet. Il faut que l'environnement global y soit. Et puis, comme je l'ai dit, on accompagne des agricultures. Donc ça veut dire que le projet d'aujourd'hui n'est pas celui de demain et n'est pas celui d'hier. On va regarder tout de suite les nominés pour cette étoile de la nouvelle génération. L'étoile de la nouvelle génération récompense une activité familiale regroupant
au moins 2 générations et dont les moteurs sont transmission des savoir-faire et de l'exploitation, projet de développement et qualité de vie. Les 3 nominés sont les Serres de Saint-Lié. Depuis août 2024, Prunier Grégoire et son épouse Clémentine ont repris l'entreprise horticole fondée il y a près de 40 ans. Soucieux de préserver le savoir-faire et de se faire connaître de la clientèle, ils ont d'abord intégré l'entreprise en tant que salariés avant d'en prendre la direction. Tout en maintenant l'activité traditionnelle, le couple apporte d'ores et déjà sa touche personnelle en développant une pépinière sur site. Dans cette phase de transition, les parents restent présents et continuent d'accompagner les nouveaux dirigeants durant cette transmission. Le GAEC de la Sabotière à Fuligny, alors que la retraite de son père approche, Thomas Cacard prépare l'avenir de l'exploitation familiale avec son frère Simon. Face à la baisse de la main-d'œuvre et pour améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle, père et fils ont fait le choix d'investir dans un hangar robotisé dédié aux vaches laitières. Les résultats sont significatifs. En plus d'un gain important en productivité, l'exploitation peut désormais être gérée par une seule personne en une journée contre 3 auparavant. Un tournant stratégique pour assurer la pérennité de leur modèle de polyculture élevage. 3e nominé, les champagnes Houdard. Installée à Villeneuve, la maison Houdard produit et commercialise du champagne depuis 1984. Dans le cadre d'une transmission familiale, Sébastien Houdard perpétue l'héritage d'accueil et de proximité avec le public. Sur site, lors de salons, sur les marchés, le vigneron perpétue cette tradition. Mais pour aller plus loin, le projet d'un nouveau site de production intègre une salle de réception. Pour mener ce projet, il n'est pas seul. L'association des 3 frères est pour lui un vrai tournant dans l'activité de cette maison de champagne. Voilà encore 3 beaux projets difficiles à départager, mais vous avez la réponse sur ce départage. Et le gagnant est le GAEC de la Sabotière. Le GAEC de la Sabotière, représenté par Thomas Cacard, de la polyculture et de l'élevage à Fuligny. La Sabotière, c'est toute une réflexion et une stratégie de développement et d'optimisation après le départ à la retraite du papa. Après plus de 3 ans et demi de fonctionnement, les premiers objectifs sont clairement atteints. Et l'un des objectifs, c'était forcément d'avoir une étoile. Merci à tous les 3. Et on vous laisse rejoindre Yann pour parler de cette étoile de la nouvelle génération, le GAEC de la Sabotière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à la fois, il n'y a rien de plus traditionnel, surtout dans le coin, que la polyculture élevage. Et à la fois, votre hangar, il est vraiment impressionnant. Enfin, il n'y a pas seulement des robots de traite, il y a des robots partout, là. Ouais, on a essayé de moderniser au maximum, donc de prendre tout le meilleur de la nouvelle technologie et d'en favoriser le développement maximum des vaches et la rentabilité du hangar. Donc le confort, les systèmes de traite, les systèmes au niveau de distribution de nourriture, de gestion des effluents, important pour nous pour être un peu moins dépendant des effluents autres qu'organiques. Voilà. Et qu'est-ce que ça vous apporte en termes de qualité de vie pour vous, cette fois ? Au niveau de la qualité de vie, ça a tout changé pour nous. Avant, c'était très compliqué de se dégager du temps. Maintenant, ça me permet de me dégager beaucoup de temps au niveau de ma famille et puis aussi de m'impliquer au niveau de l'agriculture au bois avec les JO puis la chambre d'agriculture. Et est-ce que vous envisagez d'autres innovations? Je ne sais pas, par exemple, utiliser, pourquoi pas l'intelligence artificielle, s'il y a quelque chose qui correspond à vos besoins? Ça peut être une réflexion, oui, en effet. On a déjà au niveau culturel des idées qu'on va développer avec tout ce qu'on a en système de guidage, tout ça. Il y a encore des choses à chercher, à pousser de ce côté-là. Damien, donc tu l'as dit là tout à l'heure, 90% des installations sont financées par le Crédit Agricole aujourd'hui. Un projet de ce type-là, c'est-à-dire un projet de reprise de polyculture élevage, on sait que au niveau capital c'est assez intensif, il faut quand même le financer. Et là en plus il y a toute l'installation robotique. C'est plus compliqué ou c'est plus simple à accompagner un projet comme ça? Alors chaque projet est différent.
Ce qui est important dans les projets aussi, c'est les hommes qui mènent ces projets. Je crois que c'est essentiel. Et ce style de projet, il nous plaît beaucoup parce que c'est une installation qui s'est préparée en amont, parce que si j'ai entendu, c'est vos parents qui ont commencé à investir. En même temps, c'est une installation qui montre qu'en élevage, il y a des choses possibles pour améliorer la qualité de vie, ce qui est essentiel parce que on connaît aujourd'hui toutes les contraintes de l'élevage et la difficulté d'attirer des jeunes vers l'élevage. Et je crois que ce style de projet, ça peut être difficile, ça peut être facile, peu importe. C'est le style de projet que l'on doit accompagner parce que c'est une véritable transformation de l'agriculture. Merci. Merci pour ce prix. Et donc, le GAEC de la Sabotière qui remporte l'étoile de la nouvelle génération. Je vous laisse rejoindre le photocall pour le moment souvenir. Et puis nous, avant de passer à la 5e étoile, nous allons rester sur la thématique de la nouvelle génération avec un zoom sur le prix des jeunes agriculteurs de l'Aube. Il est organisé tous les 2 ans. Le prix permet de mettre en valeur les projets agricoles de la nouvelle génération. Christian Vira a assisté à la cérémonie de remise des trophées. Regardez. Ça, on a les 3 Wonder Woman. Les jeunes agriculteurs de l'Aube ne manquent pas d'idées. Ils l'ont d'ailleurs prouvé devant le jury de la 13e édition du prix du jeune agriculteur en décembre dernier. C'est de la production de framboises. Transformer une partie de la production agricole de l'exploitation en huile. Là-bas, c'était la culture de houblon. C'est joint à ça un projet de malterie-brasserie. Je produis du miel, je la distribue en coopérative et maintenant en vente directe. Organisé par le syndicat des jeunes agriculteurs de l'Aube, ce concours met en lumière des projets innovants portés par la nouvelle génération d'agriculteurs. Le public et les professionnels du secteur ont pu soutenir leurs candidats favoris en votant via les réseaux sociaux ou la revue agricole de l'Aube, une belle opportunité de valoriser ces initiatives locales. C'est pas facile quand on crée un projet, monter le projet, d'y réfléchir, en plus de communiquer sur son projet tout seul. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est une mise en lumière d'un projet pour les candidats et booster leur vente, ça serait le top. Le prix du JA 2024 est attribué à Marion. À 29 ans, Marion, agricultrice à Dampierre, s'est lancée en 2021 dans la production de lait de jument. Depuis, elle a diversifié son activité pour consolider son projet. Ça atténue les effets secondaires de la chimiothérapie, aussi les personnes atteintes de maladie de Crohn. J'ai aussi des clients qui consomment du lait de jument pour atténuer les crises d'asthme, tout ce qui est maladie inflammatoire. Vu que je voyais que les ventes ne progressaient pas autant que le prévisionnel, j'ai ouvert un centre de reproduction équine cette année et j'ai agrandi l'élevage avec la production de 2 autres races, des chevaux de sport et une partie cheval de course. Ça permet de se poser de nouveau sur notre projet, d'y réfléchir, pourquoi on a fait ce projet, qu'est-ce qui nous a amené jusque-là. C'est un peu une revanche sur tout le travail qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui. Comment accompagner justement la nouvelle génération à s'installer? C'est la thématique de votre 2e intervention du soir. Emeline, comment accompagner les jeunes alors que le nombre d'exploitations est en baisse en France? Oui, c'est un enjeu, le renouvellement des générations qui figure dans la loi d'orientation agricole qui vient d'être votée. C'est un enjeu parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, les jeunes agriculteurs aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les agriculteurs de la génération précédente. Et effectivement, il faut comprendre justement ces nouveaux métiers, ces nouveaux profils d'agriculteurs pour pouvoir avoir des réponses adaptées à côté. Alors, on a la loi d'orientation agricole qui était très très attendu, donc on est bien content qu'il y ait des choses sur l'installation. Mais comment on fait pour amener des jeunes à s'installer en agriculture? Alors en fait, il y a plusieurs, on peut voir les choses de plusieurs manières, mais il y a 2 façons de voir les choses. Il faut évidemment leur donner des moyens, on va en parler juste après. Mais d'abord, il faut donner envie à ces jeunes en fait de s'installer. Les métiers de l'agriculture et de la viticulture, c'est 150 à 200 métiers différents. Il faut faire connaître ces métiers. Quand on est fils ou petit-fils d'agriculteur, on connaît ce genre de métier, mais il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne les connaissent pas. Un forum de l'emploi et de l'alternance comme celui qui a eu lieu hier et aujourd'hui à Troyes
permet justement de valoriser ces métiers. Et pour la première fois en plus dans ce forum cette année, on a eu un pôle entièrement dédié à l'agriculture avec des acteurs du monde agricole qui s'allient, deviennent partenaires aussi avec les acteurs du monde du travail pour pouvoir justement donner à connaître ces métiers, des métiers qui, je le rappelle, recrutent, cherchent des bras et pas juste en saison. Alors ok, donc on a les formations, on a la loi, mais dans l'Aube on fait des choses aussi pour donner envie. Oui, heureusement, des choses festives. Alors, on fait des choses ce soir avec cette émission, avec ce moment notamment. Mais cette année, on aura la chance d'avoir la route du Champagne en fête qui sera de retour cet été pour fêter ses 30 ans. La fête de l'agriculture aussi au mois d'août. Et puis, un tout petit peu plus près dans le temps, le 27 avril, rendez-vous pour un dimanche à la campagne. Ouais. Ça, c'est un moment. Enfin, tout ça, c'est des moments très très importants pour l'agriculture auboise. Mais quand même, une petite question qui me taraude. Parce que, ok, on a l'envie, on a les formations. Quid des moyens ? Effectivement, la partie financière, c'est évidemment le nerf de la guerre. L'accès au foncier aussi, pour les jeunes qui s'installent. Donc, effectivement, sur la partie financière, il y a des choses à accompagner. Il existe des outils et la loi d'orientation agricole, je reviens à elle parce qu'elle prévoit aussi, et un volet important sur le renouvellement des générations, prévoit la mise en place d'un dispositif qui s'appelle France Service Agriculture, enfin qui doit s'appeler comme ça. Pour l'instant, on n'a pas les contours, mais qui prévoit justement de multiplier ou en tout cas de permettre à l'installation, à la transmission, de mutualiser en fait les choses. Aujourd'hui, il existe des outils qui sont à démocratiser aussi sur le foncier. Je pense au portage foncier. Et puis on peut aussi citer le droit à l'essai qui se met tout doucement en place, mais qui va être à travailler aussi. Le droit à l'essai, c'est quoi ? C'est donner la possibilité à un cédant, un agriculteur qui cède son exploitation, de travailler main dans la main pendant un temps donné avec un jeune pour pouvoir que celui-ci puisse s'acclimater et aussi assurer la suite finalement, ce fameux renouvellement dont on entend parler et qui est aujourd'hui crucial. Oui. Merci Emeline, à tout à l'heure pour une dernière intervention autour de la féminisation du métier. Nous passons à la 5e étoile de cette soirée, celle de l'agriculture de proximité. Pour remettre cette étoile, merci d'accueillir Anne-Marie Zelst, vice-présidente du conseil départemental de l'Aube, coprésidente de la commission économie, emploi, développement durable. Bonsoir Anne-Marie. Pourquoi le département tient-il à remettre une étoile, même si le président Pichery en a glissé un mot tout à l'heure ? Le président l'a dit, l'étoile de proximité, parce que nous sommes une collectivité de proximité, mais parce que aussi pour nous, l'agriculture et la viticulture, c'est un pan important de notre économie, de notre territoire. Donc je pense que c'est essentiel que le département remette une étoile. Et concrètement, on le rappelle, l'étoile de proximité, la proximité, le département fait quoi alors ? Déjà à travers bon nombre d'actions que nous menons ensemble, nous avons des conventions avec la Chambre d'agriculture sur des sujets comme le projet alimentaire territorial, sur aussi la préservation de la ressource eau, sur l'agriculture inclusive. Donc nous sommes très très présents. Et puis nous sommes surtout fiers d'avoir aussi un département, je voulais le souligner, qui est quand même pour certaines productions dans le top 10 français, premier producteur de chanvre, deuxième producteur de choux, de champagne, de pavots, faut le savoir quand même, c'est assez original. Dans le top 10, on trouve aussi la pomme de terre, les betteraves. Donc voilà, toute l'importance de notre territoire est aussi là en termes d'emploi. Et puis les chefs d'entreprise agriculteurs, ils sont plus de 4000. Le budget 2025 a été voté en début de semaine à quelques mètres de là, de l'autre côté du centre de congrès. Même si le contexte économique est difficile, le département tient toujours à soutenir justement ce monde agricole, ce monde viticole ? Je pense plus que jamais. On a traversé l'année dernière une crise importante qui nous a montré quand même que l'agriculture avait besoin de soutien et je crois que des départements comme le nôtre est vraiment concerné. Et puis nous apportons aussi un soutien
dont on n'a pas trop parlé ce soir, mais qui est quand même une belle vitrine, c'est l'accompagnement au Salon international de l'agriculture pour la 2e année et qui nous permet d'emmener avec nous, enfin, par le biais de Terres et Vignes et de la Chambre, des producteurs qui n'auraient pas cette possibilité. Donc oui, le département est très, j'allais dire, très porteur sur ce projet, et notamment avec l'agriculture et la viticulture. On va vous faire plaisir. On va essayer de retrouver dans nos archives un sujet sur le salon de l'agriculture avec l'Aube représentée cette année. L'étoile de la proximité. Qui sont les nominés? Regardez. Le trophée de l'étoile de l'agriculture de proximité récompense un exploitant agricole, un collectif d'agriculteurs ou une filière favorisant les circuits courts et le contact direct avec les consommateurs. Les 3 nominés sont la SCEA Arc-en-Ciel. À Marigny-le-Châtel, Michel Chambrion a développé un atelier de vente directe à la ferme, proposant graines, mélanges et litières pour animaux, ainsi que des croquettes pour chiens et chats. Depuis 2017, il n'a cessé d'élargir son offre pour répondre à une demande croissante. Après plusieurs agrandissements, il a créé le logo et le site internet Les Graines de Michel. Pour renforcer sa communication, engagé dans une démarche durable, il propose aujourd'hui 40 références. En 5 ans, son chiffre d'affaires a été multiplié par 7 et 95% de sa clientèle est composée de particuliers. L'EARL Grésilex, la ferme d'Avon, à Avon-la-Pèze, une commune de 200 habitants, Sophie Gauthier, boulangère de métier, anime un point de vente direct. En plus du pain au levain, des pizzas et du muesli, cuits dans un four à bois, elle propose des huiles de colza et de tournesol, du miel, de la farine et des lentilles, conditionnées à la ferme. Ce point de vente est devenu un lieu incontournable du village. Pour offrir un espace convivial à ses clients, elle prévoit désormais d'aménager une terrasse. La ferme des Abbesses. Éric et Patricia Charlot ont mené à bien la conversion en bio des 140 hectares de leur exploitation familiale. Afin de développer la vente directe, ils ont construit une unité de séchage et de stockage à Villiers-sous-Pralin. Cette infrastructure a levé les freins, empêchant d'autres agriculteurs locaux de se diversifier ou de passer en bio. En 2019, leur fille Juliette et leur fils Victor les rejoignent. Dans le cadre de la transmission, une unité de transformation en huile et farine est créée. En 2024, Juliette ouvre une boutique boulangerie dans cette commune de 70 habitants qui ne comptait plus de commerce de proximité depuis plusieurs décennies. L'étoile de la proximité, le lauréat qui est... Alors d'abord, Damien, je voulais féliciter les 3 nominés. Le choix n'a pas été facile. Et donc, je voulais dire que l'étoile d'agriculture de proximité est donnée à la ferme des Abbesses. La ferme des Abbesses, représentée par Juliette Bourgeois. Une exploitation familiale en agriculture biologique installée dans le sud de l'Aube. Des producteurs de céréales biologiques et de la vente directe sur leur exploitation où sont directement produites l'huile et la farine. Un atelier de pain bio au levain a même été lancé en 2024. Félicitations pour cette étoile de la proximité remise par le département de l'Aube. Et je vous laisse rejoindre Yann, toutes les deux. Justement, l'étoile de la proximité pour la ferme des Abbesses. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on avait 2 projets de boulangerie, là, dans l'agriculture de proximité. Celui qui a gagné, c'est celui avec le plus petit village, en réalité. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, parce que j'étais pas au jury. Par contre, c'est quand même impressionnant, parce que réinstaller une boulangerie en milieu rural, alors que tous les commerces ont tendance quand même à fermer, il faut le faire. Oui, en fait, c'est vrai qu'on est dans un petit village. Villiers-sous-Pralin, c'est environ 70 habitants. Autour, on a Lantage qui doit être le plus gros village. Alors, je sais pas, je pense peut-être 150 habitants, mais on est vraiment sur des tout petits villages. Et c'est vrai que j'ai moi-même été surprise de l'accueil qui nous a été réservé. Alors, on était agriculteurs depuis longtemps et on était connus, mais c'est vrai que l'atelier pain qu'on a lancé l'année dernière a reçu un super accueil des habitants des villages et ils reviennent et ils sont là toutes les semaines et ils prennent leur pain pour la semaine et c'est vrai que ils se rencontrent et on sent que en fait ça leur tient à cœur à la fois
je pense, de soutenir des agriculteurs qui lancent ce type de projet, et aussi ils se croisent, etc. Donc voilà. Donc ça remet du liant dans la vie locale. Il y a eu un gros boom pour les circuits courts au moment du Covid. Hein, on l'a tous vécu. Je pense que tout le monde dans cette salle s'en souvient. Mais le soufflet est retombé très très vite, puisque dès la fin de l'année 2020, on a vu que ça commençait à retomber. En 2021, c'est encore plus retombé. Donc dans l'ensemble, on est un peu au-dessus de ce que c'était avant le Covid, mais c'est quand même assez difficile parce que l'offre s'est quand même multipliée. Vous avez une recette, vous, pour ça ? Non, mais je pense que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent. Ils ont de plus en plus conscience, de par tout ce qui est fait et tous les événements qui ont été évoqués, pardon. Et je pense que voilà, les gens ont de plus en plus conscience qu'il faut soutenir leur agriculture. Ils sont heureux de manger local et de manger des produits de qualité. Ils savent que c'est fait près de chez eux. Voilà, ils savent que quand ils passent dans les champs, en fait, c'est de là d'où est tirée leur huile ou leur pain. Et je pense que mine de rien, ça a un vrai impact. Alors Anne-Marie Zels, mon petit doigt me dit que c'était quand même votre projet coup de cœur. Oui, c'est vrai. Ouais. C'était mon projet coup de cœur. Je crois qu'elle l'a pas dit, mais il me semble que vous organisez des tournées dans les villages environnants pour le pain. Oui, je me déplace un petit peu dans un rayon d'une 30aine de kilomètres. Donc je cuis du pain 4 jours par semaine. J'ai une fois sur Villers-sous-Pralin et après je me déplace dans le sud de l'Aube, sur des petits villages comme Bagneux-la-Fosse où aussi il n'y a pas grand monde, mais je vais aussi à Issois, au Rissé et Rumilly-les-Vaudes, etc. Ouais. Ouais, c'est ça qui m'a aussi vraiment plu parce que on sent qu'il y a de la vie autour de cette ferme des Abbesses. Et puis il y a des productions d'huile à partir de leur culture de céréales, à partir du tournesol. C'est une ferme bio. Donc voilà, oui, c'était vrai que c'était mon coup de cœur. Donc je suis contente de lui remettre ce trophée. Merci beaucoup. Merci. Félicitations donc pour la ferme des Abbesses pour ce prix de l'étoile de la proximité. La soirée se poursuit en direct sur Canal 32 et sur lestéclair.tv, en direct depuis le centre de congrès de l'Aube, avant la 6e étoile, celle du projet collectif. Il est temps de remercier les autres partenaires de cette soirée. Regardez. L'Aube des Champs est une entreprise située à Arcis-sur-Aube, en plein cœur de la région champenoise et de la vallée de l'Aube. Donc nous travaillons principalement pour la grande distribution française et nous travaillons également pour l'exportation et également pour les primeurs de toutes les régions de France. Le lien avec le monde agricole est pour nous très important. Ce sont des partenaires avant tout qui nous sortent un produit de qualité. On est le trait d'union, je dirais, entre le monde agricole, les producteurs de pommes de terre et la grande distribution et nos clients extérieurs. Michelin est implanté dans l'Aube depuis 1963. Nous fabriquons des produits destinés au monde agricole et principalement pour des applications moyennes et forte puissance, des pulvérisateurs et des engins de récolte. Et Michelin a fait plusieurs évolutions technologiques, notamment avec les pneus Ultraflex, qui permettent soit d'augmenter la charge de 40%, ou soit de baisser la pression d'utilisation de 40%. Et également la nouvelle gamme EvoBib, qui permet de faire varier la pression en cours d'utilisation, qu'on soit sur route ou dans les champs. Cette technologie permet également un gain à la traction de plus 15% par rapport aux concurrents, tout en baissant la consommation de 7%. L'assemblage en Champagne, c'est vraiment mélanger donc, des différentes parcelles, différents cépages, et on a la chance en Champagne, donc c'est unique, de mélanger aussi des vieux vins des années antérieures. Le premier critère qui prime surtout, c'est la qualité des raisins au départ. Et après, on essaie de trouver aussi donc, des équilibres sur les vins, des complexités aromatiques. On fait attention aussi à la couleur et surtout aussi à l'acidité. Voilà.
Alors les différents cépages, donc, comme le pinot noir, pour nous, le pinot noir c'est vraiment la structure, ce qui viendra supporter en fait le chardonnay. Le pinot noir c'est vraiment tout en force. On est sur le côté fruits rouges, c'est très ample, très généreux. Par contre, le chardonnay, lui, à l'inverse, il vient ramener de la légèreté, de la finesse et de la minéralité surtout. Merci encore donc aux partenaires de cette grande soirée des étoiles de la terre et de la vigne. La 6e étoile de la soirée, c'est celle de l'étoile du projet collectif. Et pour remettre cette étoile, merci d'accueillir Tassadit Mousser, responsable marketing de Soufflet Agriculture. Soufflet Agriculture, des services et des expertises pour accompagner les agriculteurs au quotidien. Un géant aux racines locales avec une grosse pensée, évidemment, ce soir pour Michel Soufflet. Bonsoir Tassadit Mousser. Bonsoir. Un nouveau partenaire cette année, Soufflet Agriculture. Oui, pour la 3e année. Voilà, pourquoi être de nouveaux partenaires? Parce qu'en tant qu'acteur majeur de l'Aube, pour nous, ce qu'on se dit, c'est que la transition agricole ne peut se faire qu'avec les hommes et les femmes engagés. Et aujourd'hui, les étoiles de la terre et de la vigne mettent en lumière ces personnes qui œuvrent sur l'avancée de notre image, de l'agriculture, mais également du territoire. L'étoile de l'action collective, la force du collectif, ça vous plaît forcément comme façon de penser? C'est dans nos valeurs. C'est notre mission première d'être en proximité avec les agriculteurs, mais également avec des industriels et tous les acteurs du monde agricole. Et pour nous, le collectif, c'est vraiment ce lien avec le terrain, ce lien avec l'humain, et ce qui va nous permettre, je pense, demain, d'avoir une agriculture durable et performante. Et quels sont les objectifs 2025 pour Soufflet Agriculture? C'est rester dans la continuité, conserver les compétences, tout en insufflant de nouveaux projets aussi, de nouvelles idées? Oui, garder notre ADN, garder notre mission première sur l'accompagnement agronomique de proximité, l'innovation qui fait qu'on accompagne aussi vers cette transition agricole et sur une continuité également avec les industriels sur les filières, sur l'innovation, sur le digital. Et le fait également d'avancer ensemble, encore une fois avec du collectif, pour tracer les sillons du futur. Voilà, merci pour la belle métaphore filée. Tassadit Mousser, je vous propose de regarder ensemble les nominés pour cette étoile du projet collectif. L'étoile du projet collectif récompense un exploitant agricole travaillant au sein d'un projet collectif, associant d'autres acteurs du territoire à travers des magasins de producteurs, CUMA, groupements d'agriculteurs ou des producteurs qui se regroupent à travers des projets de moyens de production. Les 3 nominés sont le pôle européen du chanvre, entreprise coopérative. Le pôle européen du chanvre rassemble et fédère l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur du chanvre. Aujourd'hui, il regroupe 43 sociétaires de l'amont à l'aval et s'adresse à divers secteurs, bâtiments, textiles, plasturgie, mais aussi cosmétiques et alimentation. Il propose une offre de services dédiée à la création et à l'accompagnement de projets collectifs. CAPSE. Si l'association est connue pour l'organisation de la Route du Champagne en fête, elle porte également le projet des 10 ans de l'inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans ce cadre, une exposition itinérante et immersive de l'UNESCO sera installée lors des éditions 2025 et 2026 de la Route du Champagne en fête, à destination d'un public local et international. En partenariat avec l'UNESCO, ce projet vise à sensibiliser les habitants à l'importance de cette reconnaissance et à renforcer l'identité géographique et culturelle du vignoble champenois. La SCARA. Depuis 2010, cette coopérative agricole s'engage activement dans la réduction de l'empreinte carbone de ses adhérents. En 2024, elle a lancé un pilote d'orge bas carbone de 132 hectares répartis sur 10 exploitations. Les premiers résultats certifiés révèlent une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 11% par tonne produite. Avec bientôt 280 agriculteurs accompagnés, la SCARA ambitionne d'étendre cette démarche à grande échelle, contribuant ainsi aux objectifs climatiques mondiaux.
l'étoile du projet collectif. Qui est le lauréat, Tassadit Mousser, pour Souffler Agriculture? Donc le lauréat est CAPC. CAPC, le vainqueur est donc CAPC, représenté par Étienne Bertrand et Arnaud Lamour, s'il me semble, association organisatrice de la fameuse route du Champagne en fête. 30 ans cette année, elle est également porteuse dans l'aube du projet les 10 ans de l'inscription coteaux, maisons et caves de Champagne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Félicitations au collectif donc CAPC. Je vous laisse rejoindre tous les quatre Yann pour justement revenir sur cette étoile du projet collectif. Félicitations donc à CAPC. Ils sont 4, je vais rester debout. Très bien, un petit peu d'exercice, ça fera pas de mal, Yann. Celle-là, c'était vraiment un coup bas. Allez. Alors, félicitations déjà. Merci, merci infiniment. Alors, cette année, on le sait, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est les 30 ans de la route du Champagne en fait. C'est quand même devenu, au fil des années, un événement totalement incontournable. En plus, cette année, on revient au Rissé. Le plus grand succès, la plus grande affluence historiquement de la route du Champagne. Ça fait quoi d'être l'organisateur d'un événement qu'on n'arrive pas à dupliquer ailleurs dans l'appellation? Ça engage, voilà, ça engage, ça donne des responsabilités, comment dire, la question est surprenante, je m'y attendais pas. Allons. Non, vraiment, c'est un gros travail. C'est un gros travail d'arriver à fédérer tous ces vignerons passionnés par justement ce côté atypique de la promotion du champagne dans la Côte des Bars. Parce que tu l'as dit, Yann, c'est un modèle qui n'est pas duplicable. On en parle dans la Champagne, on est souvent cité en exemple, mais cette manifestation qui est portée par des vignerons bénévoles, effectivement, c'est les yeux dans les yeux entre vignerons qu'on décide de faire cette route du Champagne. Et alors, Arnaud, je suis content que tu sois là. Parce que celle-là, elle est pour toi. Merci. Parce que je me souviens très très nettement de 2015 et de l'inscription des coteaux maisons caves de Champagne au patrimoine mondial. Et je me souviens aussi qu'en 2015, à ce moment-là, il y avait une petite déception dans l'Aube. Quelque chose qui est une petite amertume quand même du fait que les Rissés, entre autres, étaient sortis à un moment donné du projet. Et pourtant, cette année, tu vas pouvoir parler. Pourtant, cette année, on sent vraiment beaucoup d'enthousiasme autour de l'UNESCO. Alors, c'est possible qu'il y ait une déception en 2015. Je pense surtout qu'il y a eu une incompréhension. En fait, quand on prend un engagement aux yeux de l'humanité, comme ça a été le cas à Bonn, devant 137 États partis, où les coteaux, maisons et caves de Champagne sont inscrits au patrimoine mondial, je crois qu'il faut regarder un petit peu l'opportunité qu'on a eue, qu'on a su saisir et profiter justement de cet instant. La présidente Séverine Couvreur aujourd'hui et la mission dans les travaux préparatoires à ces 10 ans d'inscription a souhaité que justement cet anniversaire des 10 ans soit un temps de célébration du passé, du présent et aussi de l'avenir. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut regarder. Depuis tout à l'heure, dans les catégories, les étoiles qui ont été décernées, on parle d'innovation, de progrès, de transmission, de lien social. Il y a la météo qui joue, voilà. Donc en fait, il y a des nuages de temps à autre, mais c'est notre métier d'agriculteur, viticulteur, et il faut prendre le meilleur et il faut continuer d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est ce qu'on a décidé de faire. Et l'Aube est justement en quelque sorte moteur aussi au sein de la mission, parce qu'on a une approche assez transversale de cette inscription. Et je le rappelle quand même, c'est concrètement la première fois que la Champagne est inscrite au patrimoine mondial avec ce dossier. Donc en fait, tout est à inventer. Et aujourd'hui, c'est l'appropriation du territoire. C'est de comprendre que c'est une fierté, c'est un engagement, et c'est à nous d'y travailler. Et pour finir, parce que le temps nous est précieux, je citerai Pierre Cheval, le premier président de la mission, qui a tout simplement dit que l'inscription des coteaux maisons caves de Champagne sera ce que les Champenois en feront. Voilà, donc je crois que c'est assez clair et c'est à nous de nous l'approprier. J'ai envie de dire de quoi il s'agit quand même. Et je suis très content
que les valeurs de l'UNESCO, qui sont l'accessibilité à l'éducation, à la science et à la culture, soient relayées par une association comme CAPSE sur notre territoire, ainsi que l'ACA, le département, TCM, et je cite pas tous les autres parce qu'il y a une multitude de partenaires et tous les jours, en fait, il y a des nouveaux partenaires, des associations, des collectivités qui veulent soutenir ce projet, qui est vraiment novateur, qui est unique, et je vous garantis qu'on fera encore mieux pour les 20 ans. Allez. Tu voulais dire quelque chose? Je veux concrètement dire ce qui va se passer à la route du Champagne-Rissé. Tu l'as dit, c'est un beau secteur, peut-être le plus beau secteur, mais bon, voilà, c'est les Rissés, quoi. Et donc, concrètement, les 26 et 27 juillet, vous pourrez connaître... faire une expérience immersive, et merci Arnaud, pendant 2 heures au moins, à commencer par, déjà vous êtes invité sous la halle des Rissés, il y aura l'exposition de la mission, et puis l'exposition des climats de Bourgogne également qui sera là. Ensuite vous pourrez prendre un petit train et naviguer dans le vignoble au milieu des Cadoles jusqu'au point de vue panoramique qui se trouve environ à 3 km du village. Là, vous aurez une lecture de paysage et une dégustation commentée de champagne. Voilà, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis, pour les amateurs d'histoire, comment dire, que la Bourgogne vienne à la rencontre de la Champagne au Rissé à l'occasion de la route du Champagne, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui va justement marquer l'histoire. On a amené avec nous Chloé Petit parce que on a vu c'est un prix qui est remis pour les projets collectifs et le GAL de la Côte des Bars a été déterminant dans le montage de ce projet, donc on tenait à ce que Chloé nous accompagne. Alors, je vais pas prendre beaucoup de temps, juste le GAL c'est un groupe d'action locale, donc c'est des financements européens pour le développement rural. On est présent sur toute la Côte des Bars. Et effectivement, ça nous semblait important de soutenir CAPSE. Donc on parle de la route du Champagne, mais cette inscription des 10 ans, ça veut dire des médiations toute l'année. Donc on a travaillé ensemble sur comment on peut sensibiliser le plus grand nombre d'habitants possible à cette inscription, donc avec des partenariats avec des écoles, des associations, des collectivités. Voilà, donc on est source de financement, mais aussi accompagnateur sur les projets, et notamment les projets collectifs comme ça qui nous animent. Et on sent qu'il y a de la passion là. T'as Sadie Mousser un petit mot sur cette étoile justement? Oui, en fait, cette action résonne pleinement dans notre ADN. Et moi, je suis très fière qu'on remette cette étoile à CAPSE. Donc, félicitations à toutes les équipes qui ont œuvré. Donc, pour moi, je pense que c'est la première pierre à l'édifice. Et je pense que, à l'image des étoiles, j'espère que ça brillera pendant longtemps. J'aime bien les métaphores, t'as ça dit. Merci beaucoup, en tout cas, félicitations. On vous laisse rejoindre le photocall. Et puis, avant de passer à la 7e étoile, je vous propose de dresser le bilan de l'année passée. On va même parler de l'année en cours. Vous allez le voir, l'agriculture auboise a tenu et va toujours tenir le haut de l'affiche. De moisson en moisson, le reportage de Christian Vieira. Bon voyage, messieurs du vélo. Depuis des décennies, le monde agricole se mobilise pour faire découvrir et aimer le département de l'Aube. Il y a les chemins blancs, une montée, il y a un virage. Je vais venir là et c'est incroyable. L'organisation, les stands qui ont été mis en place. En juillet dernier, touristes et spectateurs ont pu découvrir les chemins blancs et les vignobles de Champagne lors du Tour de France. C'est des chemins en fait d'exploitation qui servent pour la circulation des engins agricoles. Donc on est quand même sur des outils de travail au quotidien. Alors là c'est exceptionnel, ils sont utilisés par une grande compétition internationale, le Tour de France, et on est très fiers. Une mobilisation récompensée par le premier prix Les agriculteurs aiment le Tour, décerné à la FDSEA de l'Aube pour sa fresque spectaculaire, visible depuis l'hélicoptère de la course. Cette année encore, le vignoble au bois est à l'honneur, avec plusieurs anniversaires marquants. Le plus grand événement œnotouristique de la zone d'appellation fête sa 30e édition, les 26 et 27 juillet au Rissé. Chaque année, grâce à CAPSE, entre 25 000 et 40 000 visiteurs du monde entier viennent déguster les richesses du terroir au bois. C'est aussi une occasion unique de découvrir ces coteaux, inscrits depuis 10 ans au patrimoine mondial de l'UNESCO et désormais protégés.
On fait attention aux produits qu'on applique dans les vignes, on fait attention aux encres qu'on utilise pour mettre sur l'étiquette, au papier, à prendre des bouteilles qui sont allégées. Il n'y a pas de raison que là, tout d'un coup, on oublie qu'on a une responsabilité environnementale. Autre hommage au patrimoine viticole, la commanderie du Solte-Bouchon a tenu un chapitre exceptionnel à l'hôtel de ville de Troyes, la même où s'est déroulé son tout premier événement le 2 février 1975. Pour son 50e anniversaire, l'institution a célébré son engagement en faveur du champagne, ayant déjà adoubé près de 1700 ambassadeurs à travers le monde. Il y a l'absolution, et puis après, bien sûr, il y a une épreuve pratique, qui est le dépucelage de la bouteille, et après la mirer, la déguster. On remet la médaille qui représente l'effervescence du champagne de la Côte des Bars. Une effervescence qui se retrouve dans tous les départements. Depuis des décennies, le monde agricole démontre sa capacité à organiser des instants festifs, accessibles à tous et organisés dans tout le département. Premier rendez-vous fin avril avec la 29e édition d'un dimanche à la campagne. Autre temps fort incontournable, la 41e fête de l'agriculture au début de l'été. Ce week-end festif proposera un spectacle insolite et animation à des milliers de familles auboises. Plus que 2 étoiles dans cette soirée. Le 7e trophée, c'est celui de l'agriculture créatrice de la valeur ajoutée. Et pour remettre cette étoile, merci d'accueillir Jean-Charles Voiseux de Batitol, le PDG de l'entreprise spécialisée dans la pose des systèmes d'enveloppe métalliques, les façades, les toitures depuis plus de 15 ans. Un large panel de produits, notamment destinés évidemment au monde agricole. Bonsoir Jean-Charles Voiseux. Bonsoir. Voilà, comme tous les autres partenaires de cette soirée, vous êtes reparti pour un tour. Visiblement, la motivation était forcément là. Oui, bien sûr, elle est toujours là. Ça fait la 3e année. On découvre toujours des magnifiques choses dans ces soirées, donc pourquoi ne arrêter ? Et comme l'année dernière, l'étoile de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée, c'est un symbole important pour vous de participer aussi justement à la création de valeur ajoutée ? Oui, c'est important parce que la valeur ajoutée, c'est toutes les petites choses qu'on peut apporter en plus pour se différencier un petit peu de tout le monde, pour avancer plus vite. Et nous, on aime ça parce qu'on essaye toujours d'apporter aussi des choses un petit peu plus concrètes. Donc, c'est très, très important. Et concrètement, qu'est-ce qui change dans les projets aujourd'hui ? Comment il faut s'adapter ? Il faut s'adapter au monde économique qui change. Donc, il faut apporter beaucoup, effectivement, de valeur ajoutée. Il faut accompagner beaucoup plus les gens. Et l'année 2025, je crois que ça sera important de soutenir les gens et de leur apporter beaucoup de choses. Justement, l'actualité de Batitol, vous en êtes où aujourd'hui ? Quelles sont les perspectives, notamment pour 2025 et même au-delà ? Les perspectives pour 2025, c'est de continuer de développer la société, toujours apporter plus pour notamment le monde agricole qui nous apporte beaucoup aussi, puisque c'est quand même 50% de notre activité. Et on espère dans les années à venir pouvoir encore développer de nouveaux produits pour leur apporter un petit peu plus, pour beaucoup plus de technologie. Merci Jean-Charles Voiseux, Batitol. Qui sont les nominés dans cette catégorie ? Regardez. L'étoile de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée récompense un exploitant, un collectif ou une filière agricole qui aura orienté son activité de manière à capter de la valeur ajoutée grâce notamment à la réduction des intermédiaires, l'innovation technologique ou l'innovation sur le produit. Les 3 nominés sont la distillerie Saint-Loup. Étienne Gatouillat et son associé Grégory ont tout quitté pour créer une distillerie dans leur village natal de Ménil-Saint-Loup. Les 2 entrepreneurs misent sur le marché des spiritueux artisanaux ayant une forte identité associée au terroir. Le nom, inspiré par le village et le logo à l'image d'un loup, était une évidence. Depuis l'an passé, ils proposent un rhum blanc et un London Dry Gin. D'autres produits seront présentés en 2025. En tant qu'acteurs de la vie locale, des plantes du village sont utilisées pour l'élaboration de leur création et une collaboration avec une brasserie est d'ores et déjà envisagée pour proposer un tonique artisanal. L'exploitation en polyculture Félisée
Implantée à Mézières-la-Grande-Paroisse, cette entreprise agricole a créé la marque Félisée Aliments, dédiée à la formulation et la vente d'aliments naturels et performants pour les animaux domestiques. Cette gamme incorpore une dimension écologique forte et un mode de distribution en vrac unique en France. Des conditionnements écologiques et 100% recyclables complètent cette offre. En parallèle, un poulailler pour un IME a été mis à disposition pour de la médiation animale. Benjamin Domingo représente cette initiative qui combine agriculture responsable, alimentation animale innovante et contribue à promouvoir une vision moderne et éthique de l'agriculture. Culture Pomme, créée en 2007, située à Saint-Flavie, Culture Pomme, dirigée par Sabine Vajou, s'est imposée comme un acteur majeur de la production, du négoce et du conditionnement de pommes de terre. Engagée dans une démarche d'agriculture durable et de soutien à l'économie locale, l'entreprise concilie croissance et responsabilité sociale. En 2024, son chiffre d'affaires atteint 70 millions d'euros et le nombre de salariés continue de croître. Désormais, près de 80 collaborateurs, dont plus de la moitié sont des femmes, contribuent à son développement. Et le lauréat, forcément un beau lauréat pour cette catégorie, encore une fois, qui est... Et encore une fois, je pense un beau lauréat, ça sera Culture Pomme. Culture Pomme, représenté par Sabine Vajou. Aujourd'hui, Culture Pomme, c'est près de 80 collaborateurs pour un chiffre d'affaires annuel de 70 millions d'euros. Une agriculture durable, des circuits courts privilégiés, un soutien à l'économie locale, des dons alimentaires réguliers, de l'innovation, autant d'arguments qui font de Culture Pomme une entreprise qui mérite la lumière. Félicitations Sabine Vajou, et je vous laisse rejoindre Yann avec Jean-Charles Voiseux pour débriefer cette étoile de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée. Merci beaucoup. Faut que je vous donne le micro parce que c'est vous qui allez parler quand même. Oui, avec plaisir. Alors, Culture Pomme, c'est une boîte qui est intéressante parce que on voit bien que ça progresse. On est quand même dans un milieu qui est concurrentiel, qui est le milieu de la pomme de terre. On a un peu l'impression que vous avez tout compris au développement de l'entreprise. Comment vous faites ça, en fait ? Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment honorée d'avoir reçu ce prix. Je souhaiterais le partager avec mes équipes, parce qu'on a souvent tendance chez Culture Pomme à dire que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je pense que c'est une réalité. Pour répondre à votre question, déjà merci. Je pense tout simplement, en fait, c'est une question de passion, c'est une question d'aimer les projets, de les partager justement avec les équipes, et puis de se dire, et après tout, pourquoi ça marcherait pas ? Et on sait qu'il y a à peu près 7000 hectares de pommes de terre de consommation dans l'Aube, 7500 en tout si on prend les fécules. Vos appros, ils viennent d'où ? Nos appros viennent de mon exploitation, puisque je suis également agricultrice. Sinon, 70% de la Champagne, et plus particulièrement du département de l'Aube. Et puis, certaines variétés de pommes de terre que nous ne trouvons pas ici localement, parce que toutes les pommes de terre ne poussent pas dans n'importe quel terroir, peuvent venir de Beauce, de Seine-Maritime ou de la région Hauts-de-France. Merci. Bâtit-on l'équipe des producteurs de pommes de terre ? Oui, bien sûr, puisqu'on fournit des produits pour permettre de faire les frigos de pommes de terre. Et on en voit de plus en plus. Donc, dans l'Aube, ça fonctionne très très bien, la pomme de terre. Merci. Félicitations, Sabine Vajou, Culture Pomme, pour cette étoile créatrice donc, de valeur ajoutée. Je vous laisse rejoindre tout de suite le photocall. Et puis nous allons passer tout de suite à la dernière séquence de Emeline Durand de la revue agricole de l'Aube. Et puis comme cette émission est extrêmement bien pensée, préparée, la dernière thématique, c'est la féminisation justement du métier. Bon, la preuve en est ce soir, tout simplement, Emeline. Oui, je suis heureuse de voir que les femmes osent en agriculture. Alors on en a l'exemple à l'instant avec Sabine Vajou et puis d'autres un petit peu plus tôt dans la soirée. Des femmes en agriculture, j'ai envie de dire, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Un chef d'exploitation sur 4 aujourd'hui est une femme en France. Dans les années 70, c'était plutôt 1 pour 10. Donc oui, il y a une belle progression, une belle féminisation du métier. Alors oui, il y a une belle progression depuis 40 ans, c'est sûr. Alors,
ça stagne un peu quand même ces dernières années. Hein. C'est vrai que sur les 10 dernières années, la croissance s'est beaucoup ralentie, avec effectivement une tendance à la stagnation. À quoi on doit ça? En fait, le métier d'agricultrice peine à être reconnu, souffre d'invisibilité, et il y a plusieurs freins en fait à cette invisibilité, notamment les freins sociologiques. Quoi qu'on en dise, et c'est pas valable uniquement pour l'agriculture, mais les inégalités persistent hommes-femmes au travail, et notamment la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle est plus difficile pour une femme, a fortiori si on est maman. Donc ça, c'est un frein. Il y a aussi des freins même au niveau sociétal, avec une représentation de l'agriculture qui reste malgré tout très masculine. Et puis même des freins, on va dire, un peu techniques, sur de l'adaptation du matériel, du machinisme agricole, qui complique un peu les choses quand on est une femme. Ça, on entend quand même régulièrement les agricultrices constater, commenter que les fabricants de tracteurs pensent pas à elles. Hein. Ça, c'est quand même une évidence. Oui, et il y a des choses à faire en fait pour trouver justement des alternatives. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des opérateurs, des organismes du monde agricole qui se saisissent de la question. Je pense notamment à la MSA qui a édité un livre blanc dédié aux femmes à la fin de l'année, qui a été présenté au ministre de l'Agriculture, qui formule des propositions pour justement lever les freins à l'exercice du métier d'agricultrice, des femmes en agriculture. Et dans ces propositions, il y a notamment la mise en place d'une parité au sein des commissions d'homologation du matériel pour que les critères plus féminins soient pris en compte. Oui, on peut citer un autre exemple aussi. La ministre de l'Agriculture, elle aussi se saisit de la question. Elle a lancé au mois de mars un groupe de réflexion justement qui doit proposer des idées, en tout cas faire un état des lieux de la place de la femme dans l'agriculture, et puis conduire une réflexion pour justement sortir ces femmes qui osent l'agriculture de l'ombre. Ce soir, c'est une soirée aussi idéale pour justement mettre en valeur les initiatives de ces femmes. Et nous, à la Revue agricole de l'Aube, on essaye de s'en faire aussi le plus souvent écho. Merci, Éline. La ministre. La ministre et la rédactrice en chef de la Revue agricole de l'Aube. Merci beaucoup, Emeline, pour votre expertise tout au long de la soirée. La Revue agricole de l'Aube, à la fois en ligne dès le mercredi soir et en papier le vendredi matin, toutes les semaines évidemment. Avant le dernier trophée de la soirée, un retour en images sur le dernier salon de l'agriculture à Paris. L'Aube y a été à l'honneur sur le stand Prestige du Grand Est, l'occasion de valoriser plusieurs événements, mais aussi les produits du territoire. Une vingtaine d'exposants au bois étaient présents. Marie Urpo y était également. Regardez. Le département de l'Aube aussi est présent sur le 61e Salon international de l'agriculture. Vous pouvez y retrouver du chaours, du champagne, de l'andouillette, enfin tous les bons produits qui font notre terroir et notre territoire. Nous sommes allés rencontrer quelques exposants. On a des produits formidables dans l'Aube, et que ce soit des produits de grande qualité ne suffit plus pour assurer leur promotion et leur vente. Je représente le département, faire déguster quelques produits du département. Donc là, il y aura de la terrine de chevreuil, terrine de canard, du pâté de campagne qui a été médaillé l'année dernière, de la terrine de riz de veau au foie gras, et plus 3 fromages qui sont affinés dans l'Aube. Pour nous, c'était important d'être présent. On est une coopérative agricole, donc il y a 750 producteurs de chanvre, agriculteurs qui travaillent pour nous. Et l'idée, c'est de faire connaître cette plante. Il y a encore beaucoup de confusion avec le cannabis récréatif. Donc voilà, expliquer ce que c'est que le chanvre industriel. C'est vraiment une mise en avant de la graine et de ses dérivés. C'est la reconnaissance du travail de toute l'année et aussi de faire connaître la race Highland où on n'a que 15 naissances par an. Le but, c'est de montrer aux gens que ce poney, il est pratique, qu'on peut faire beaucoup de disciplines avec et qu'il est à l'aise en toutes circonstances. Il est vachement content d'être avec nous.
Le salon de l'agriculture, ce sont aussi les récompenses et les médailles. Autour du concours général agricole, il y a encore une belle moisson de médailles et de récompenses pour le département de l'Aube. S'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est que quand l'Aube va au salon, elle ne va pas faire de la figuration en fait. Parce que, alors bon, il y a le jean de Saint-Loup qu'on a vu tout à l'heure qui a récolté une médaille d'or. Vous voyez à l'écran toutes les récompenses, tous les médaillés pour le concours général agricole. La Maison Bello pour son jus de pomme et son jus de pomme pétillant. Il y a des ovins, veaux, vaches, cochons, etc. Et puis il y a le champagne, parce qu'on va pas oublier le champagne non plus là-dedans. Sur 58 médailles au concours général, il y en a 25 qui sont pour des champagnes au bois, dont 12 en or. Pour un département qui pèse 23% de l'appellation, c'est quand même pas mal. Voilà, je pense que on peut applaudir les producteurs là. Et parmi les récompenses, il y en a qui ont plus de chiens que d'autres, forcément. Merci d'accueillir Tokyo, ça sera notre petite surprise de la soirée. Tokyo, de l'élevage de Marie-Claude Lamoureux au Risset, médaille d'argent dans la catégorie travail multirace. Marie-Claude Lamoureux qui arrive avec Tokyo, qui a été très très sage tout au long de la soirée. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Voilà, on applaudit Tokyo, donc l'un des chiens récompensés autour. Donc rejoignez-nous Marie-Claude avec Tokyo. Voilà, magnifique ce chien. Et vous allez tout simplement nous présenter Tokyo. Bonsoir, merci d'être venu avec ce superbe médaillon en plus. C'est Tokyo. C'est Tokyo, c'est Tokyo. C'est Tokyo médaillon. Alors déjà, cette médaille au concours général agricole, quelle récompense pour lui? Alors cette chienne a gagné cette année la médaille d'argent. Alors pour pouvoir participer, il faut gagner la nationale d'élevage du club, qui concerne uniquement la race du fox terrier pour ma race, si vous voulez. Alors, présentez-nous Tokyo. Pourquoi, justement, cette récompense? Tokyo, elle a gagné le meilleur chien de travail, parce que c'est un chien qui a, à l'origine, été pour la chasse sous terre. On l'utilise maintenant en chasse sur terre. Nous avons des épreuves où elle s'est trouvée la meilleure du club. Et elle a gagné la nationale d'élevage en beauté en question morphologie. C'est pour cette raison qu'elle a été sélectionnée pour le concours général agricole. Et alors, quand on est éleveuse, est-ce que c'est important, ce genre de médaille? Éleveuse canine, hein? Oui, c'est très important. En 43 ans d'élevage, j'ai eu 19 médailles, dont 15 en premier prix. Et la suite pour Tokyo, c'est quoi? Quelles sont les prochaines échéances pour votre chienne, justement? Tokyo est multi-championne, donc je pense maintenant, elle fera des bébés dans 1 an ou 2, et puis elle restera à la maison. Bon, il ne faudra pas que je le montre à mes enfants, sinon je vais repartir avec des bébés de Tokyo à la maison. Merci beaucoup, en tout cas, Marie-Claude Lamoureux, pour votre participation. Merci beaucoup à Tokyo. On peut applaudir donc Tokyo du Clos des Amoureux qui va retourner du coup au Risset en attendant évidemment les prochains concours. Le dernier trophée de la soirée, la dernière étoile de la soirée, c'est celle du coup de cœur du jury. Et pour remettre cette étoile coup de cœur du jury, François Ziezer, le président de l'association Terres et Vignes, va revenir sur le plateau. François, c'est pas encore l'heure du bilan. On vous demandera évidemment tout à l'heure le bilan de cette soirée en compagnie d'Alain Boulard, le président de la Chambre d'agriculture. Un mot quand même sur l'actualité de l'association Terres et Vignes. Encore une année riche qui s'annonce pour 2025. Oui, tout à fait. Bon, bien sûr, on s'associe toujours pleinement. On relaie les grands événements, et notamment l'Aube fête la Champagne cette année avec, on en a parlé tout à l'heure, les 50 ans de la commanderie, les 30 ans de la route du Champagne, les 10 ans du patrimoine, de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Ça, c'est quand même des événements importants. Et puis donc, pour l'activité Terres et Vignes proprement dit, le mois d'avril, c'est un mois chargé puisqu'on avait aujourd'hui les étoiles et à la fin du mois, on en a parlé tout à l'heure, un dimanche à la campagne qui est quand même un événement aussi incontournable sur le département.
puisqu'il regroupe une cinquantaine de sites ouverts. Donc c'est quelque chose qui dure depuis bientôt maintenant 30 ans, qui a toujours un succès, qui est même parfois contrarié par la météo, mais les gens viennent quand même. Donc ça pour nous c'est vraiment important. Et puis je crois que ça permet de mettre en valeur tout ce qu'on a vu ce soir, un petit peu la richesse de l'agriculture auboise et la diversité aussi, la mise en valeur des territoires. Et puis depuis quelques années aussi, on voit des sites qui grandissent avec un côté culturel, un côté musical parfois, beaucoup d'artisans aussi. Donc c'est vraiment l'expression de la ruralité. Donc pour nous, c'est quand même l'événement de l'année et c'est important qu'on le réussisse, mais surtout, c'est important qu'on réponde à la demande des visiteurs, donc d'avoir toujours des nouveaux sites, et cette année, il y en aura encore des nouveaux. Et puis, il est important aussi pour nous de montrer que les agriculteurs sont, comme ce soir, sont innovants, pensent vraiment à l'alimentation, que c'est à l'environnement. Et ce que je disais aussi en entrée, c'est qu'on est vraiment une réponse à beaucoup de problématiques de la société d'aujourd'hui. Donc, un autre point aussi pour nous important, c'est que c'est un métier difficile, c'est vrai. Il faut y croire, il faut beaucoup de passion, comme ce soir. Mais je crois qu'il y a de la place encore beaucoup, énormément. Et si le nombre d'exploitants continue à diminuer, comme c'est le cas, il faut toujours qu'on ait de la main-d'œuvre extérieure. Donc c'est vrai que c'est important que le pôle agricole soit par exemple à une journée comme hier ou aujourd'hui sur le forum Job et Alternance, parce que je pense qu'on manque encore de lisibilité justement et d'attractivité sur l'agriculture. Et ça, il faut, comme on l'a fait ce soir, donc ça y contribue aussi, c'est montrer que les nouvelles technologies sont vraiment présentes. On a un secteur très très innovant, je crois qu'on est le deuxième secteur innovant après l'armée, donc c'est quand même important. Et puis on a une capacité d'adaptation aussi, parce que des crises comme l'année dernière, effectivement, on en a déjà eu. L'environnement politique, géopolitique, c'est quand même, pour nous, c'est un facteur très instable. Des facteurs comme le Covid, qui a été le moyen à un moment donné de lancer tous les producteurs locaux, et puis d'un seul coup, hop, tout est retombé. La crise un petit peu qu'il y a eu dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture biologique. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important que nous, Terres et Vignes, on mette en valeur la richesse de nos agricultures. C'est vrai que je le dis souvent, on n'a pas une agriculture, on a plusieurs modèles d'agriculture, et c'est important qu'on montre qu'ils ont tous leur place et tous leur intérêt. Et la belle illustration, ça sera la remise de ce coup de cœur du jury. Alors, pas de nomination pour ce trophée coup de cœur du jury. Je vais vous laisser récupérer l'enveloppe directement par rapport à ce coup de cœur du jury, puisque il s'agit donc d'un lauréat parmi tous les nominés de la soirée, quelle que soit leur catégorie. François, je vous laisse décacheter l'enveloppe et donner le nom du vainqueur coup de cœur du jury. Alors, en préalable, je voudrais quand même féliciter tous les candidats. Même ceux qui n'ont pas été nominés, parce que franchement, on a eu du super dossier. C'était parfois compliqué pour le jury de nommer trois personnes dans chaque catégorie. Alors vous imaginez bien que l'étoile coup de cœur, c'est pas non plus une simple affaire, mais je crois que vous pouvez applaudir tous les candidats, parce que je pense c'est du temps à passer, c'est pas toujours évident de se mettre en avant, de se vendre. Et puis, je crois que vous, les candidats, vous pouvez être fiers de votre travail, parce que franchement, on a eu des super projets et ça redonne du baume au cœur. Voilà, c'est le roi du teasing, François Zieser. Il connaît, lui, le nom du vainqueur, mais pas dans le public, il ne connaît pas encore. Donc, écoutez, on a essayé de trouver... Non, mais justement, il faut maintenir le suspense. On a voulu récompenser un candidat qui cochait vraiment le maximum de cases, qui a été plusieurs fois nominé. Donc c'est le Champagne Houdard, la SARL Champagne Houdard. Le Champagne Houdard à Villenox-la-Grande, représenté par Sébastien Houdard. Elle postulait ce soir cette société dans 3 catégories.
Le no-tourisme, la nouvelle génération et la proximité des vignerons passionnés et engagés depuis 1984. La proximité avec les clients est ici essentielle. Un accueil quotidien, des soirées à thème, une centaine de visites de cave chaque année notamment. Et même une soirée d'inauguration qu'il a fallu écourter ce soir pour venir chercher ce trophée. Félicitations, je vous laisse rejoindre Yann avec François, donc Françoise Diezer. Et on peut applaudir de nouveau le Champagne-Houdard Villenox-la-Grande pour ce coup de cœur du jury. Ouais. Bon, on a quand même failli pas vous avoir ce soir. Hein. Oui. Jusqu'au bout, j'ai cru. Heureusement que vous êtes là, quand même. Oui, bah, merci à vous. Coup de cœur du jury, ça aurait été dommage que vous ne soyez pas là. Oui. Attention au micro, un peu plus près de la bouche. Quand même, là, hein, bon. Mais non, tout va bien. On voit bien coup de cœur du jury, ça... Ça vous fait quelque chose, hein? Ouais. Alors, aujourd'hui, on a quand même eu des nouvelles, enfin hier soir, on a eu des nouvelles pas terribles pour le Champagne avec les droits de douane décidés par Donald Trump. Alors ça concerne pas que le Champagne, hein, bien sûr, mais les États-Unis sont le premier marché export du Champagne depuis très longtemps. Vous vendez beaucoup à des particuliers, vous avez inauguré un nouvel espace d'accueil. Vous avez choisi d'aller piocher un peu dans toutes les directions? C'est ça, oui. Donc nous, on fait vraiment... plus près de micro. Ah, pardon. Donc oui, tout à fait. Donc nous, on fait vraiment de la vente aux particuliers, en fin de compte, intégralement, hein, les 95% de la production. Donc on avait monté donc un nouveau centre. Sébastien. Plus près. Voilà. D'accord. Je suis pas trop habitué au micro. Hein. Et donc nous avons monté donc un nouveau centre d'exploitation, donc qui rassemble donc la gastronomie puis donc la production du champagne. Quoi. D'accord, parce que donc j'ai un petit frère donc qui est restaurateur, donc. D'accord, donc c'est le petit frère qui est restaurateur. Hein. Tout à fait, donc c'est vraiment un projet familial où on rassemble vraiment les trois frères en fin de compte sur un domaine. Voilà. Alors François, t'as fait durer le suspense, mais vas-y là, explique un peu là. Alors, coup de cœur du jury. Non, mais je crois que ce qu'on voulait mettre en avant déjà, bien souvent quand on parle du vignoble au bois, on pense forcément à la Côte des Bars, à Mongueux. Donc m'excuserez mes amis de la Côte des Bars, mais pour une fois qu'on met quelqu'un à l'honneur, je trouvais que c'était bien aussi de mettre quelqu'un à l'honneur de l'autre bout du département. Et puis c'est un projet global complexe, enfin qui est complet. Qui implique trois frères, hein, je crois que vous êtes trois frères. Donc c'est un côté familial, c'est un côté aussi vraiment territoire, mise en valeur du territoire. Donc vraiment, il cochait vraiment beaucoup de cases. Et je crois que même si on a eu une discussion, rapidement, on est tous tombés d'accord qu'il ne pouvait pas repartir sans un prix quand même ce soir. Ouais, surtout en étant nominé 3 fois, c'est pas possible quand même. Félicitations en tout cas. Et la soirée d'inauguration concernait quoi concrètement ce soir du coup que vous avez écourté? Comment? Ce soir, vous aviez une soirée justement. Ça, oui. Voilà. Et ça consistait en quoi du coup? À inaugurer quelle partie? En fait, ce soir, on faisait vraiment l'inauguration du nouveau centre no touristique en fait. Donc qui comprend donc une cave, cuverie, une salle de réception en fin de compte. Donc ce soir, on lançait vraiment le projet en fait. Voilà, vous allez pouvoir y retourner. Et qu'une étoile en plus, donc c'est quand même cool. Une étoile en plus. Tout à fait, oui. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. On peut applaudir le Champagne-Houdard pour ce prix coup de cœur du jury. François et Sébastien, je vous laisse rejoindre le photocall. Et puis, François, vous reviendrez avec nous, parce que c'est l'heure de la conclusion déjà de cette soirée. En attendant, Alain Boulard, le président de la Chambre d'agriculture de l'Aube, va revenir sur le plateau, ainsi que Mathieu Orsi, le secrétaire général de la préfecture de l'Aube. Bonsoir Monsieur Orsi, merci d'avoir participé à cette édition, cette 4e édition, cette 3e édition depuis le centre des congrès de l'Aube. Mathieu Orsi, donc secrétaire général de la préfecture de l'Aube, vous représentez l'État. Votre bilan
de cette soirée? Ça peut être qu'un bilan très positif. Évidemment, mettre l'agriculture auboise, la viticulture auboise bien sous le feu des projecteurs, c'est une grande chance. Ça montre la vitalité de notre terroir, de notre territoire. Et ça montre aussi un visage extrêmement positif de l'agriculture. S'il y a des agriculteurs, s'il y a des viticulteurs, c'est parce qu'ils sont passionnés. Et dans des temps un peu chahutés que nous connaissons, la crise agricole que nous avons vécue, et évidemment que les agriculteurs et les viticulteurs ont subi, je pense qu'un contrepoint avec évidemment beaucoup d'étoiles dans les yeux de la part des lauréats, ça fait chaud au cœur, et puis ça montre évidemment l'avenir que représentent l'agriculture et la viticulture auboise. On vous demandera un dernier mot tout à l'heure pour conclure cette soirée, mais messieurs, un mot très rapide en guise de bilan, Alain Boulard. Eh bien, écoutez, en guise de bilan, moi, je pense qu'il manque presque une étoile ce soir. C'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, j'avais peur qu'on tombe un petit peu dans la routine, qu'on tombe dans l'habitude. Mais c'est à vous que je voudrais dédier cette étoile, ainsi qu'à tous ceux qui ont travaillé pour monter les dossiers, pour aller chercher les candidats, pour les motiver. Franchement, moi j'ai été bluffé ce soir. J'espère que vous aussi. Je trouve qu'on a fait vraiment un panorama du département de l'Aube vraiment total. Moi je retrouve l'activité qu'on peut avoir au sein de la Chambre d'agriculture et la diversité des dossiers sur lesquels on peut travailler au quotidien. Donc vraiment félicitations à vous tous, félicitations à tous les nominés et à tous les primés ce soir. Et puis félicitations aussi au rythme que vous donnez à la soirée. Moi, franchement, j'espère que vous aussi, vous vous êtes pas ennuyés. C'est une superbe soirée et vraiment avec des superbes personnes. Donc, merci à tous. Merci Alain Boulard. Merci Alain. Alors, François, Alain a remis la première étoile. Toi, tu as remis la dernière. Entre les deux, il s'est passé pas mal de choses. On a vu beaucoup de projets qui sont vraiment très très beaux. Toi, ton bilan de la soirée, c'est quoi? Alors moi, c'est comme Alain, c'est vraiment la représentation un petit peu de l'agriculture auboise. La diversité, il y a des vitis, il y a des éleveurs, il y a des producteurs de pommes de terre, il y a de l'onotourisme. Donc c'est vraiment une richesse. C'est vraiment ça représente vraiment la richesse de notre département. Donc ça, c'est super. Et puis, comme je connaissais un petit peu les résultats avant, je t'ai dit l'autre jour, j'ai dit la jeunesse prend le pouvoir. Parce que ce qui me fait extrêmement plaisir, et ça, je pense que l'IGA, là, ils vont être contents, c'est que quand même sur tous les prix remis, il y a pratiquement des jeunes partout. Donc ça veut dire quand même qu'il y a encore des jeunes qui sont passionnés, qui croient en notre métier, qui se remuent les méninges, et comme quoi il y a de l'avenir. Et moi, je suis un positif, je crois en mon métier, je crois en notre secteur, donc c'est vraiment important. Puis je voudrais aussi remercier tous nos partenaires, alors les partenaires de la soirée, bien évidemment, tous, les Stéclair et Canal 32, bien entendu, les départements. Et puis, je veux remercier nos partenaires de Terres et Vignes, parce qu'on est une petite association et que on ne peut vivre que grâce à nos adhérents et nos partenaires. Et puis, il y a une personne aussi que je tiens aussi à remercier, c'est Vanessa, qui est la directrice de Terres et Vignes. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. Parce que c'est elle qui œuvre à récupérer les dossiers, etc. Donc, et elle fait un super boulot, comme d'habitude. Mathieu Orsi, le mot de la fin. S'il y avait un message à faire passer aux agriculteurs de l'Aube, aux viticulteurs de l'Aube, ça serait lequel? C'est qu'ils doivent être fiers d'eux, parce que les succès que nous avons récompensés et les nominés plus largement illustrent le dynamisme, illustrent la persévérance, le courage de tout un secteur qui affronte un environnement qui n'est pas facile, qui fait preuve d'innovation, qui se renouvelle, qui attire des jeunes. Et évidemment, l'État essaie modestement d'être en soutien. Vous avez rappelé un certain nombre de dispositifs législatifs. Je retiendrai uniquement la loi d'orientation agricole, dont un des grands axes est la souveraineté alimentaire de notre pays, et évidemment les annonces un peu folles qu'on peut entendre, annoncées par des dirigeants de l'autre côté de l'Atlantique, nous montrent évidemment tout l'intérêt et toute l'actualité de ce projet de souveraineté. Et je disais un mot à Alain Boulard, vous êtes un secteur qui n'est pas délocalisable.
Donc ça présente des défis, c'est qu'il faut vous amener la main-d'œuvre dont vous avez besoin, c'est certain, mais c'est aussi une grande force. Et un pays comme la France, bien, vous êtes bien placé pour le savoir, après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez garanti la souveraineté alimentaire de notre pays, vous avez permis le redressement du pays, et dans des temps heurtés, même si rien n'est comparable, on est absolument certain qu'il faudra s'appuyer sur vous et vous donner les moyens de poursuivre les ambitions que vous portez et les succès que vous illustrez comme dans cette soirée. Et je tiens évidemment à remercier l'association qui est à la manœuvre dans ce dynamisme. Voilà. Merci beaucoup Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l'Aube. Je vais vous proposer à tous les remettants et à tous les lauréats de nous rejoindre pour la photo finale. Nous allons aussi demander aux organisateurs médias de la soirée, Fabrice Schlosser, directeur général de Canal 32, et Nicolas Faustier, directeur du pôle innovation et développement de Rossel Est il n'est Média. plus éditeur délégué. Voilà, de nous rejoindre. Je vous propose tous les lauréats et tous les remettants. Vous redescendez pour la grande photo finale. Un grand merci aux acteurs et aux réalisateurs de cette soirée, l'association Terres et Vignes, la Chambre d'agriculture de l'Aube, l'indispensable Vanessa Siriès, Emeline Durand de la revue agricole de l'Aube, les équipes techniques, commerciales et rédactionnelles de Canal 32 et de l'Est Éclair, les partenaires de la soirée, l'équipe du centre de congrès de l'Aube. Merci aussi Yann. On se retrouve l'année prochaine. Merci Damien. Bah oui, ouais, bien sûr. Un grand bravo aux vainqueurs du soir, les nuits sphériques de Champagne pour l'étoile de l'agriculture développant l'agritourisme et le no-tourisme, la ferme des Abbesses pour l'étoile de l'agriculture de proximité. Cap C pour l'étoile du projet collectif Le Champagne Domaine Léon pour l'étoile de l'action environnementale, le GAEC de la Sabotière pour l'étoile de la nouvelle génération, Culture Pomme pour l'étoile de l'agriculture créatrice de valeur ajoutée et le Champagne Houdard pour le coup de cœur du jury. Voilà, c'est le clap de fin. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles étoiles de la terre et de la vigne.